Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent, le Meeple Vert, pour le débrief ludique de la semaine. Oui, tout à fait, avec Anthony des Jeux des Livres. Ça fait déjà 2 lundis qu'on on vous propose pas de live pour le débrief ludique, parce que voilà, on est soit occupé à droite à gauche ou un week-end un petit peu prolongé. C'est parti pour le débrief ludique de la mi-décembre, où ensemble on va parler donc des jeux de société auxquels nous avons joué pendant quelques semaines. Maintenant. Oui, 2 semaines de jeu, ça fait beaucoup de jeux. Alors on a fait une petite sélection, on vous parlera peut-être pas de tous les jeux qu'on a fait pendant les 15 jours, quoique il y en a quand même pas mal, vous allez le voir. Donc comme d'habitude, on va aller sur MyLudo pour voir la fiche de chaque jeu. On va vous présenter donc le jeu de manière générale, auteur, illustrateur, éditeur, etc., avec les mécaniques, et on va vous donner surtout notre ressenti, nos impressions sur là où les parties qu'on a pu faire sur ces jeux-là. Alors, on va tout de suite commencer par un jeu dont je ne vais pas vous montrer la boîte, mais je vais vous montrer sur MyLudo, avec ce premier jeu. Ok, mais je te laisse en parler. Blood on the Clock Tower. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler de ce fameux jeu qui est en financement participatif en ce moment. Alors, on le voit de suite, le prix 130 €. Et oui. C'est pas donné. Moi, je trouve que c'est quand même relativement assez cher, mais il fonctionne. En tout cas, sur la page de financement participatif, je pense qu'il n'y a aucun souci à se faire pour le financement de ce jeu. Donc on le voit à partir de 5 joueurs jusqu'à 20 joueurs, à partir de 15 ans, des parties, alors qu'ils disent là sur la page entre 30 et 120 minutes. Je pense que c'est des parties qui sont au moins minimum 2 heures de partie. En gros, même si du coup la partie qu'on a faite, que j'ai faite parce que toi tu n'étais pas là. Non, c'est pour ça que je n'en parlerai pas. La partie n'a pas duré si longtemps que ça. Ça a duré quoi ? Je pense que ça a dû durer 1h30 avec les explications. Donc c'est relativement assez rapide. C'était animé par Marie Grandjeu, qui a très très bien animé le jeu, qui nous a tout très bien expliqué. Alors moi, je dois vous le dire, j'étais pas partant pour jouer à ça. C'est pas du tout en fait mon style de jeu. J'accroche pas spécialement pour ce type-là, c'est-à-dire un rôle caché où on doit incarner un personnage et où on doit faire un peu de roleplay. Un petit peu de roleplay, mais c'est surtout aussi pas mal de discussions avec et de déduction avec tous les autres joueurs-joueuses. C'est un mix entre un loup-garou, un hantise, Two-Room and the Boom, par exemple. C'est un peu le mix de tout ça. Donc j'étais pas spécialement chaud, même si hantise, j'avais beaucoup aimé ma partie. Toi aussi d'ailleurs, on s'était bien amusé. Hantise, j'adore. Donc voilà, ça c'est le genre de jeu, en fait, on vous le propose, même si vous n'êtes pas spécialement partant pour y jouer, je pense que c'est quand même une expérience dans laquelle il faut quand même y aller, il faut le tenter, puisque c'est pas tous les jours, je pense, que vous aurez l'occasion d'y jouer. Donc, en plus, c'était animé par Marie Grandjeu. Ouais, ça, c'est surtout aussi pour ça que du coup c'était très bien animé, elle a très bien vendu, donc j'ai pas hésité, si j'ai un petit peu hésité, mais bon, pas trop longtemps, pour participer en tout cas à la session qui était organisée il y a c'était le week-end dernier. Donc le principe, en fait, on reçoit, tous les joueuses reçoivent un rôle. Donc il y a les villageois et il y a le diable, et le rôle des villageois, ça va être de trouver et de démasquer le diable pour l'éliminer. Le rôle du diable, qui a un complice, un autre, je sais pas comment ça s'appelle, un démoniste, par exemple. Et oui. Ça va être donc principalement au diable de se retrouver seul avec maximum un autre villageois, et à ce moment-là c'est lui qui remporte la partie. Sinon c'est les villageois, une fois qu'ils démasquent le diable, c'est eux qui remportent la partie. Alors chaque nuit ça se passe pareil que un petit peu les loups-garous, c'est-à-dire que il y a la journée, il y a des phases de journée, il y a des phases de nuit dans lesquelles les joueurs vont pouvoir faire leur pouvoir spécifique, puisque chaque joueur vont avoir
suivant le rôle qu'ils ont reçu au hasard, vont avoir un petit pouvoir. Donc ces pouvoirs, ça va être de connaître le rôle de deux personnes, de connaître un rôle sur deux personnes, mais ne sachant pas qui c'est. Donc voilà, il y a tout un système en fait de déduction qui va devoir se faire, et ça va être aussi pas mal donc de tchatch, c'est-à-dire que forcément on ne va pas révéler son rôle aux autres joueurs. Ça peut être une technique, mais si tu en dis trop, tu risques de te faire démasquer. Si tu es un villageois, tu risques de te faire démasquer par le diable, et du coup à la nuit, eh bien il va t'éliminer au fur et à mesure. Et donc il y a plein de pouvoirs comme ça, de protéger d'autres villageois, ou d'en savoir un petit peu plus sur les autres personnes, etc. Voilà. Donc finalement, la partie n'a pas duré si longtemps que ça, parce que je pense qu'on a dû jouer une heure, à peu près une heure, donc ça passe très vite. Et c'était plutôt pas mal, même si effectivement, je le répète, c'est pas vraiment mon style de jeu, mais en tout cas, à l'occasion, je pense que ça fait quand même une bonne expérience de jeu à faire pour Blood on the Clocktower. Voilà, pareil, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires si jamais vous avez déjà participé à une session de Blood on the Clocktower, et savoir ce que vous en pensez. Et oui, on en entend de plus en plus parler avec Hamza et puis d'autres qui l'animent. Oui, effectivement, il y a aussi le mot de jeu qui anime des sessions comme ça. Alors c'est Open Sesame Games avec The Pandemonium Institute. C'est un jeu de Stephen Midway et illustré par John Van Fleet et Michaela Down. Alors je passe beaucoup de détails, mais dans le principe du jeu, c'est du jeu à rôle caché et de déduction, un peu à la loup-garou, tout simplement. Mais beaucoup plus complexe. Plus complexe. C'est pas complexe, mais il y a beaucoup plus de rôles. Chaque joueur va vraiment avoir un petit pouvoir spécifique. Des rôles plus compliqués quand même. Voilà, ouais. Voilà, donc c'était pour ce premier jeu, Blood on the Clocktower. On peut passer sur quelque chose de beaucoup plus simple, plus petit au niveau de la boîte, et beaucoup plus, on va dire, accessible pour le grand public, Pili Pili. Avec une sacrée dose de piquant. Voilà, c'est un petit jeu qu'on pourrait dire que c'est un jeu de pli, même s'il n'y a pas de couleur, en fait, c'est presque une bataille, en fait, on va chacun avoir des cartes qui sont numérotées de 1 jusqu'à 55 plus un joker. On va recevoir une main de cartes suivant la manche en cours, on va recevoir différents nombres de cartes, avec une petite règle spécifique au niveau de chaque manche. Et tout simplement, on va jouer nos cartes pour tenter ou pas de remporter ces fameux plis. Et je dis ou pas parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez recevoir votre main de cartes, vous allez devoir miser sur le nombre de plis que vous pensez pouvoir remporter avec la main de cartes que vous avez. Donc ça reprend beaucoup de principes, le principe de Skull King, pour ne citer que lui, qui a vraiment cette mécanique de plis et de pari sur le nombre de plis qu'on pense pouvoir remporter. Donc on va jouer nos cartes tout simplement en espérant, tout simplement remporter le bon nombre de plis pour ne pas avoir de cartes piment, puisque à la fin de la partie, le joueur, la partie s'arrête dès qu'un joueur a 7 piments devant lui, et à ce moment-là, il est éliminé. C'est les autres joueurs qui ont gagné, en tout cas celui qui a le moins de Pili Pili. C'était très bien. Oui, c'est très fun. On a déjà fait pas mal de parties entre nous, entre amis, en famille également. J'ai joué également avec mes collègues. Ça marche très bien, c'est très simple, c'est plutôt fun, c'est très accessible. Et ce qui était un petit peu original aussi dans ce jeu, mis à part le pli et la mise sur le pli, c'est également les petites règles effectivement qui vont être différentes pour chaque manche. C'est-à-dire on va avoir... Des fois, on n'a que 3 cartes en main, des fois, on en a jusqu'à 6. Et puis, chaque manche va avoir une règle spécifique. Celle que j'aime bien, c'est où toutes les cartes, en fait, sont étalées face visible devant tous les joueurs. Donc, on sait ce que les autres, ils ont. Voilà, ça peut être un petit peu rigolo. Ou alors, on va faire également un draft de cartes. Donc,
on mise, mais on sait pas trop ce qu'on va avoir comme carte au final. Oui, on draft toutes ces cartes. Oui, ouais. Donc plein de petites règles comme ça, qui sont très cool. Qui sont plutôt fun à jouer. Voilà, pour un petit jeu dans la catégorie des jeux de cartes et des jeux de pli. C'est plutôt fun à jouer. Donc c'est ATM Gaming qui l'éditeur, hein, distribué en français par Pixie. Et c'est un jeu de Ben et illustré par JB. Voilà. Donc on n'en sait pas plus. Je peux vous proposer de rester un petit peu dans le même principe de jeu. Un petit coucou à Max le Poulpe. Et salut Max le Poulpe, bienvenue. Rebelle Princess, voilà, qui est un petit peu dans la même gamme, c'est-à-dire c'est du jeu de pli. Alors là, on va pas faire des mises, on va pas miser, mais dans le principe de chaque manche va avoir une petite règle supplémentaire qui va venir un petit peu chambouler les habitudes du jeu de pli, on va dire classique. Là, il va y avoir des couleurs, il va falloir forcément, dans un jeu de pli, je vous ai pas expliqué le principe, mais vous allez avoir une main de cartes, vous allez jouer une carte pour tenter de remporter le pli. Dans Rebelle Princess, en tout cas, on essaye de remporter les plis. Remarque, pas tous, ça dépend. Pas de prince. Parce que les princes, les couleurs bleues, on ne veut pas les remporter puisque ce sont des cartes qui vont remporter des points malus. Oui, Max le Poulpe, tu aimes beaucoup et tu le trouves très chaotique mais très bien. Oui, c'est chaotique, mais peut-être moins que Moustache, par exemple. Ouais. Je trouve que le chaos est un tout petit peu plus maîtrisé dans Rebelle Princess, ça me plaît davantage. Oui. Et oui, c'est vrai qu'on peut faire la comparaison effectivement avec Moustache, hein, qui est sorti il y a pas très longtemps chez... je me souviens plus qui c'est qui édite. Mais voilà, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que c'est un jeu de pli dans lequel il va y avoir des règles supplémentaires, sauf que dans Moustache, les règles s'additionnent. Donc au bout de la 4e manche, il y a 4 règles supplémentaires. Là, c'est le vrai chaos. Et des fois, c'est un petit peu un petit peu trop, je trouve, des fois. Parfois. Mais bon, moi, Moustache, c'est un jeu que j'adore et que j'aime beaucoup. Ah, tu as joué en plus. Oui, c'est vrai qu'on y a rejoué. J'en parle vite fait parce qu'effectivement, on y a joué il y a pas très longtemps. Mais on a rejoué également à Rebelle Princess. En fait, je l'aime trop, moi, Rebelle Princess. Et celui-là, si vous aimez donc les jeux de pli, franchement, on ne peut que vous le conseiller parce qu'il est déjà très joli, je trouve. Oui, les illustrations, le thème est sympa et la mécanique de jeu de pli avec toutes ces règles qui changent à chaque manche est aussi très fun à jouer. Vraiment, ça c'est Rebelle Princess, c'est un jeu, un de nos jeux favoris. Mais je préfère. C'est souvent qu'en soirée, on se dit, allez, on fait un petit Rebelle Princess pour terminer. Mais vraiment. Ouais. Coucou Candy Ice. Et salut, bienvenue, coucou. Donc voilà, Rebelle Princess, c'est une chouette recommandation, en tout cas, pour un jeu de cartes assez simple, même s'il y a des petites règles. Simple, mais voilà, mais il est très très fun. Et puis j'adore les pouvoirs des princesses. Oui, alors chaque princesse, on incarne donc des princesses, va avoir effectivement un petit pouvoir asymétrique qu'on va pouvoir utiliser à chaque manche. Moi j'aime bien Alice. Mais voilà, ça, voilà. Vous regarderez ce qu'elle fait, Alice. Voilà pour Rebelle Princess, donc chez Gigamic. C'est un jeu de Daniel Byrne, José Gerardo Guerrero et Kevin Pelaez et Tirso Virgos, ils sont nombreux, et illustrés par Alfredo Caceres. Voilà pour Rebelle Princess. Et alors, je suis en train de regarder où est... Elexirus. Ah voilà. Chez Piatnik, distribué par Wilson Jeux. On avait découvert ce jeu à Vichy, on avait de suite accroché. Oui. On avait beaucoup aimé, on s'était bien amusé. On y a rejoué avec ma mère, et pour vous dire qu'en fait c'est quand même relativement un jeu qui est relativement accessible, même si là ils disent du 10+, je pense que ça peut se jouer peut-être même avec les un peu plus jeunes. De 5 joueurs, des parties d'environ une trentaine de minutes, on va dire. C'est à peu près ça. Une bonne trentaine de minutes. Il est sorti 24 octobre aux alentours d'une trentaine d'euros. C'est un jeu donc de Dicky Chapin et illustré par Natalia Kordowska.
Et c'est donc, comme je l'ai dit, chez Piatnik. Dans ce jeu, on va incarner des magiciens et nous allons envoyer nos apprentis sur les différents lieux de la forêt enchantée. Voilà, bon, le thème, on s'en fiche un peu, mais c'est mignon. Quoique, il y a des potions à faire. Il y a des potions à faire, effectivement. On s'en fiche pas. Donc, on va aller envoyer nos apprentis sur les différents lieux pour tenter de récupérer les ressources, les ingrédients de nos futures potions qu'on va tenter de collectionner, enfin de collecter sur notre paillasse. Avec amour. Alors, ce qui est rigolo, c'est que suivant les lieux où on va se placer, donc les ressources vont changer à chaque fois. Mais si je me place ici, en premier, eh bien, je vais choisir une seule ressource, mais en premier. Donc, je vais avoir le choix. Par contre, si je suis en deuxième, si je suis en deuxième, je vais choisir donc en deuxième, mais je pourrais en prendre deux. Si je me mets sur le troisième emplacement, donc de la clairière ici, je ne pourrais donc me choisir qu'une ressource à la fin. Donc j'aurai peut-être moins de choix, mais j'aurai une petite compensation suivant les différents lieux. J'aurai un petit pouvoir supplémentaire. Et parfois, le pouvoir est assez conséquent quand même. Oui, parce que ça va permettre d'aller voler une ressource chez quelqu'un d'autre, ou faire des petits échanges. Ça va bien râler. Ou de changer quelques dispositions des ressources différentes sur le plateau. Donc là, par exemple, c'est une partie sur l'écran, on le voit, à 2 joueurs avec le vert et le jaune. Donc on va faire ça sur tous les lieux qui sont ouverts, c'est-à-dire qu'on va placer nos apprentis. Une fois que tous les apprentis sont placés, on va récolter les ingrédients en fonction de l'ordre, on va dire, de passage des apprentis. On va les mettre sur le côté. Une fois que tout est récolté, eh bien c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir les mettre sur notre paillasse et tout simplement, on va devoir sur notre paillasse respecter des contraintes de pose, soit des contraintes de couleur, soit des contraintes d'ingrédients différents. Il y en a plusieurs des ingrédients. Hein. Il y a des fleurs, il y a des glands, il y a des petits bâtons de cannelle où on sait pas exactement, enfin c'est des champignons, etc., avec différentes couleurs. Donc là on le voit par exemple sur cette fiole là, eh bien on ne peut mettre que des ingrédients jaunes, par exemple. Ici là il nous demande que des espèces de petites fleurs comme ça, et par la suite il faudra de violet. Évidemment ces ingrédients on va les placer dans ces fioles, mais de bas en haut. On n'a pas le droit d'en mettre un directement en haut. Il faut d'abord commencer par remplir sa fiole qui se remplit du bas vers le haut. Une fois que la fiole est complète, on va mettre un petit bouchon qui va nous rapporter des points. Le premier qui remplit la fiole a 5 points, les autres n'auront que 2 points. On a un petit truc asymétrique, c'est-à-dire que, enfin tout est asymétrique hein, sur la paillasse, mais on aura des points supplémentaires en fonction de certains types de ressources qu'on aura positionnées ou certaines couleurs. Voilà, tout simplement. Et donc ce qui est très malin, c'est justement tout cet ordre de priorité qui va se définir en fonction des placements de chaque apprenti sur les différents lieux de la forêt. On n'aura pas forcément toujours la ressource qu'on veut, mais on en aura au moins toujours une. Alors des fois, c'est peut-être pas celle qu'on voulait, mais des fois ça peut être, bon, j'ai pas eu ce que je voulais, mais celle-ci me va aussi, j'attendrai d'aller au prochain tour. Et au fur et à mesure donc de la partie, les lieux vont se cacher et d'autres vont se révéler. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y aura toujours un petit pouvoir différent pour le joueur qui se placera sur la troisième et dernière partie de la forêt. Voilà, au bout d'un certain nombre de flacons complétés, ben, la partie s'arrête. Voilà. Et on compte des points. Mais c'est agréable. Oui, moi j'ai trouvé ça très bien. Ouais, c'est un jeu qui va rester dans la ludothèque et je prendrai plaisir à y rejouer. C'est pas prise de tête, mais il y a ce petit côté un petit peu où on va devoir... Oui, puis c'est quand même taquin aussi. Où il y a pas mal d'interactions entre les joueurs. Ouais. Donc voilà, ça c'est une chouette idée cadeau, si je trouve, pour les joueurs familles qui ont envie de jouer avec des plus jeunes ou des moins jeunes, peu importe, mais avec des personnes qui ne sont pas forcément des joueurs aguerris. Ça passe, moi je trouve que ça passe très très bien. Très très bien. Ouais. Good Fortune.
Good Fortune. Ce tout petit jeu dans une petite boîte qui est sortie à la fin du mois de novembre. Mais tout mignon. À un tout petit prix avec des superbes illustrations. Ouais, c'est beau. C'est très très joli avec des dorures sur la boîte. Good Fortune, ça se joue à 2 joueurs à partir de 8 ans. Des parties très très rapides. Là, ils disent 15 minutes, mais je pense que Oui. au bout d'un moment, vous allez pouvoir faire des parties en même pas... en 5 minutes, une partie, je pense que quand tu commences à connaître, la partie peut être pliée. Donc, tu peux les enchaîner, tu peux en faire plusieurs. Good Fortune, c'est un jeu on va dire, avec des tuiles qui représentent des dominos. Des charms. Qui représentent donc des talismans et avec une face de dés. Le but, ça va être donc de collectionner ces dominos pour avoir le plus de talismans en fait représentés sur nos dominos. Pour des familles de talismans et avec les plus hautes valeurs de dés si possible. Exactement, parce que c'est ce qui va nous permettre également de marquer des points. Elle est très bien cette photo. On va toujours avoir 3 tuiles au centre de la table qui vont être disponibles pour les 2 joueurs-joueuses. Et dans notre... pas dans notre main parce qu'elles sont étalées devant nous, on a 9 tuiles. Et on va devoir en sélectionner une. Et il faut qu'elle puisse correspondre avec au moins une des 4 talismans qui sont sur les 2 tuiles opposées. Je m'explique, là, par exemple, ce joueur-là, il a mis cette tuile-là qui a un talisman de scarabée et un talisman de Manekineko. Donc, si c'est lui qui commence, en l'occurrence, c'est pas lui qui va commencer parce qu'il a le 21, c'est le premier joueur, ça sera lui. Mais là, par exemple, il a mis celui-là. Oui, mais c'est la valeur la plus petite. Qui commence. Ouais. Voilà. Donc lui, le joueur qui est en bas, il a mis cette tuile-là, la numéro 17. Elles sont toutes numérotées de 1 à, je ne sais plus, je crois que c'est 21. Voilà. Donc là, il a mis le 17. Donc il ne peut pas la mettre ici. Donc il va choisir sa tuile et il va la positionner à l'extrémité, à droite ou à gauche des 3 tuiles qui sont positionnées sur le centre de la table, avec évidemment une face de domino qui correspond. Donc là, avec ce jaune et ce violet, on va parler par couleur, hein, eh bien, il ne pourra pas la mettre là parce que le Ganesh et le Manekineko, ça ne correspond pas à la tuile qu'il a sélectionnée. Oui. Par contre, le mandala qui est ici, il fonctionne. Donc, il va pivoter tout simplement sa tuile pour la mettre de ce côté-là et il va, de ce fait, eh bien, récupérer la tuile opposée. Donc, il va récupérer le Ganesh et le Manekineko qui est ici, la tuile numéro 16. Il va la mettre dans sa collection. Il ne va pas la mettre dans sa ligne. Il va la garder pour lui. Cette tuile-là va commencer à faire son scoring. Et le deuxième joueur qui a mis sa tuile 10 et son Manekineko, là, avec le scarabée et le Manekineko, eh bien, lui, il va être embêté. Ça dépendra, en fait. Là, ça dépendra. Mais là, en l'occurrence, cette tuile-là n'existera plus. Donc il ne restera de disponible que la main de Fatima et le trèfle, et également l'autre main de Fatima et le mandala qui est ici. Donc son scarabée et son Manekineko ne correspondent pas à une des 3 tuiles qui est au centre de la table. Eh bien, il perd un tour en fait. Il défausse sa tuile. Non, je sais plus. En fait, de toute façon, tout dépend d'où se trouve le petit jeton scarabée qui va définir si la manche elle commence vers le joueur qui a 21 ou vers le joueur qui a 1. Parce que si le petit scarabée ici, le porte-bonheur, hein, la mulette ici ronde, sera du côté 1, c'est la tuile la plus petite en valeur qui va commencer. Voilà. En fait, là, dans mon exemple, c'était la tuile la plus petite valeur. Oui, donc là, c'est le 10 qui commence. Ah, mais oui, je dis n'importe quoi. Oh là là. Bon, enfin, vous avez compris le principe, c'est-à-dire que je vais sélectionner une de mes tuiles domino de ma ligne pour tenter de récupérer une autre tuile domino qui va être... Voilà. Exactement. C'est pas comme si on n'y avait pas joué en plus. Hein. Alors c'est très joli, c'est très coloré, c'est très lisible, il y a aucun problème. Oui. Je passe les détails sur les petits les dés qui sont représentés ici, hein, ça va être un scoring de fin de partie. C'est pas si évident que ça. Les premières parties, j'étais pas vraiment dedans.
Ça m'a un petit peu, ouais, c'est ça. Bon. Et la récupération du domino, en fait, puisque c'est l'opposé. Au bout de 2 parties, tu comprends le truc, oui, c'est bon. C'est quand même très simple. Ouais. C'est plutôt malin, c'est plutôt agréable à jouer, c'est plutôt agréable à manipuler, et ça marche pour des parties 5-10 minutes grand maximum. Ça marche plutôt pas mal. Oui, ça marche bien. Voilà pour Good Fortune, avec mes magnifiques explications qui n'étaient pas réellement les bonnes explications. Voilà. Oui, dans la boîte, vous avez quand même un médaillon en métal parmi les 8 existants. Tu vas nous montrer le nôtre. Ouais, j'ai eu la chance. Bah oui. D'avoir. On a quand même un peu eu le plus joli, c'est-à-dire le vert. Le trèfle à 4 feuilles. Ouais. Trop beau. Ouais. J'aurais bien aimé avoir le petit Ganesh quand même. Hein. Ouais, c'est pas mal aussi. Ouais. Ou le Manekineko, il est sympa aussi. Bref. Voilà pour Good Fortune. Hop. On va parler de Phoenix maintenant. Alors celui-ci, on n'a pas la boîte, on y a pu jouer avec les copains. Phoenix, justement, on y a joué avec Julien et Phoenix. Ouais. Voilà, qu'on salue, qu'on fait un coucou. Dingue. De 4 joueurs, 8 ans, 20-30 minutes, c'est à peu près ça. C'est plutôt pas mal. J'ai été surpris par la simplicité du jeu, mais au final, c'est pas simpliste en fait. Hein, il faut pas confondre simplicité et simplisme. Ouais. Je sais pas si on dit. Voilà. Dans ce jeu-là, on va tenter de. C'est simple mais pas simpliste. C'est ça. Voilà. On va tenter d'ajouter des plumes à notre phénix. On va chacun avoir un phénix qui n'a pour l'instant pas de plumes et on va les ajouter au fur et à mesure de la partie. Oui. Voilà, thématiquement. On va le replumer. On va le replumer plutôt que le déplumer. Donc il va y avoir là par exemple. Oui, parce qu'il renaît en fait de ses cendres. Il est bébé. Voilà. C'est un petit bébé phénix. On va faire renaître de ses cendres phénix. Mais bien sûr. Ah, bien joué. Donc là, chacun va avoir un phénix. Bon, il faut imaginer qu'il n'y a pas les plumes qu'on voit sur le côté et autant de nids que de joueurs sur lesquels on va positionner, qu'on va prendre dans un sac des parties de plumes, soit la base, soit le bout de la plume. Et suivant un ordre de tour, c'est-à-dire qu'on a des jetons comme ça, eh bien c'est celui qui a la plus petite valeur qui va venir se servir en premier dans n'importe quel nid. Il va pouvoir prendre la plume, la moitié de plume qu'il souhaite. Qui l'intéresse le plus. Il va la positionner directement sur son phénix et ça va être au joueur suivant jusqu'à ce que tout le monde ait joué. Au joueur suivant l'initiative. Suivant l'initiative, suivant le jeton effectivement, la valeur du jeton. Et donc au fur et à mesure, eh bien, on va positionner ces plumes sur son phénix et on va marquer des points à la fin de la partie en fonction des symboles qui assurent les plumes. Il y a 3 symboles, les 3 symboles marquent différents là, au niveau des points, mais également on va marquer des points en fonction de la couleur de la plume, c'est-à-dire que si on réussit à faire une plume identique, c'est-à-dire des 2 parties de la plume de la même couleur, ça va faire marquer plus de points. On va marquer également des points s'il y a une asymétrie entre les deux côtés, une symétrie pardon, c'est-à-dire que là par exemple là, le phénix rouge il a une plume noire et une plume noire, eh bien c'est asymétrique puisque c'est la deuxième en partant du bas, symétrique pardon. Donc là il va marquer encore plus de points. On va marquer plus de points également si la couleur est entière de la plume, si elle est de la même couleur que notre phénix de base, là en l'occurrence le jaune par exemple, il va marquer encore plus de points. Et on va marquer encore plus de points si on arrive à faire des plumes multicolores. Voilà, là ça fait encore plus de points, mais il y en a, forcément il y en a un petit peu moins dans le sac. Mais moi ce que je trouve sympa dans ce jeu, c'est le système de récupération avec les jetons, puisque en fait, si on pose le jeton dans son nid devant soi, on va pas le retourner. Si, on va le retourner, et du coup, ça va faire une valeur devant soi, on va le retourner. Très élevée. C'est très élevé. Donc, on est plutôt tenté à aller récupérer des choses dans des nids qui sont ailleurs pour ne pas les retourner et en fait, potentiellement récupérer des jetons qui sont de valeur faible. Voilà, pour pouvoir une initiative en premier. Si un joueur vient chercher une plume dans le nid qui est en face de vous, il va vous donner son jeton. Donc, si c'est une valeur basse, c'est très bien. Si par exemple toi tu veux
une plume qui est dans ton nid à toi, eh bien, Oui. tu vas le retourner et la valeur d'initiative va être beaucoup plus élevée. Donc bon, c'est vrai que C'est ça que c'est sympa. c'est original, c'est plutôt sympa. On a passé un très bon moment. J'ai été un petit peu étonné, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus simpliste, justement, encore une fois, et ça marche plutôt bien. Oui, c'est léger. Mais C'est léger, oui, mais on a passé un bon moment. C'est Je suis un cool. petit peu étonné du prix, je vois 30 €. Ouais. Bon, peut-être que un Il y petit a peu du étonné. matos. Hein. Oui, ouais. Alors je ne sais pas si c'est déjà sorti. On peut regarder vite fait, mais là je pense que il arrive au mois de janvier. Et là je n'ai pas le prix sur Philibert. Là ça ne marche pas. Voilà, on ne doit pas trop avoir de réseau. Hop. Voilà pour Phoenix. C'est édité chez Luby. C'est un jeu d'Alexandre Droit, Yannick Gobert et illustré par Martin Maigret. C'est distribué en français par Néoludis. Hello Max. Et salut, coucou Max, bienvenue. Transorient Express. Et en fait, ça fait un petit moment qu'on y a déjà joué et rejoué et on vous en avait pas parlé apparemment de Transorient Express. Non, je crois pas. C'est sorti à la fin du mois d'octobre. 2-4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Alors, le 14+, vous pouvez déjà laisser c'est tomber. plus simple, hein. Parce que c'est pas vraiment... Alors, ouais, il y a marqué 14+. Je sais pas pourquoi, Non. parce que c'est très accessible. Si ce n'est peut-être 14+, parce qu'il y a du tout petit matériel dedans. Ouais, mais Donc quand c'est même. pas... Ouais, mais parce que c'est pas un jouet. Oui. Voilà, bon. C'est du 8+, hein, sinon vous pouvez jouer avec des enfants et des non-joueurs sans aucun problème. Voilà à quoi ressemble la mise en place. Donc on va visiter les plus hauts lieux du Transorient Express. Exactement. Donc il va y avoir une ligne de carte de gare ou de destination, Ouais, je ne de sais pas destination, exactement. ouais. Et bon, alors là, elle n'est pas tout à fait la mise en place terminée, puisque en bas de chaque carte, on va mettre 3 wagons, les petits wagons qui sont de différentes couleurs. Il y a plein de couleurs différentes dans ce jeu-là. Et à mon tour de jeu, ce que je vais pouvoir faire, c'est soit je prends une carte De la ligne du bas. de la ligne du bas. La ligne du haut, c'est celle qui va arriver après. Soit je prends une carte de la ligne en bas, et à ce moment-là, toutes les ressources, les locomotives sont défaussées. Soit je fais l'inverse, je prends les locomotives qui sont en bas, et la carte est défaussée. Les D'accord ? locomotives, c'est des ressources en fait pour acheter les cartes. Exactement, c'est-à-dire que c'est la Enfin, carte pour les poser. pour les poser. Parce que quand je vais prendre cette carte-là, elle ne va pas venir en jeu directement. vrai. Elle va venir dans ma main. Pour pouvoir la jouer devant moi, pour qu'elle me rapporte potentiellement des points de victoire à la fin, eh bien, il faut que j'ai les À la bonnes fin de ton ressources tour. pour la payer. Alors, on le voit pas très très bien, mais par exemple, sur celle-ci, la première carte, c'est une carte d'une couleur rouge. C'est important pour les scorings à la fin de la partie. Mais elle me coûte 2 wagons rouges. Donc, il faudrait que 2 locomotives. Donc, il faudrait que je défausse 2 locomotives rouges pour pouvoir, tout simplement, la jouer devant moi. Alors, il y a tout un système de scoring différent en fonction des cartes qu'on aura jouées. Hein. Elles ont tout un scoring différent et en fonction également des objectifs qui sont comptés à la fin de la partie. Bah, c'est très classique, mais ça marche plutôt bien et moi je passe de bons moments en fait avec Transorient. Vraiment. C'est très simple, très accessible. Et ça marche. Des petits objectifs, c'est cool, ça marche bien. Ouais, j'aime bien. c'est pas compliqué, c'est zen, ça, c'est pas, il y a pas Zen, une grande. je sais pas, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas une grande réflexion dans ce jeu-là. Mais voilà, c'est agréable à jouer, c'est pas prise de tête en fait. Mais il y a quand même cette petite réflexion de quelle carte je prends, quelles ressources je prends. Tu optimises tes ressources Voilà. en fait. Ouais. Et puis tu vois les prochaines cartes qui vont arriver. C'est une espèce de course aussi. Hein. Ah oui, parce que c'est le premier qui arrive à poser Et 7 oui, cartes 7 cartes, destination devant lui qui met fin à la partie. Mm. Ça veut pas dire qu'il gagne, Non. mais il met fin à la partie. C'est édité par Ludicali et distribué par Ludistri. C'est un jeu de Franz Couderc et illustré par Laetitia Van Gaz. C'est très joli. Et c'est très beau, la boîte, on le voit pas trop, mais c'est avec, pareil, Un peu de un vernis sélectif et des dorures également sur les cartes. Mm. Ouais. Donc c'est un chouette jeu qui se joue très facilement, très simplement et plutôt agréable à jouer. Ben, c'est intéressant ce que nous dit Max. En fait, effectivement, s'ils mettent 14+, c'est pour éviter toutes les démarches administratives.
de tests, de re-tests pour voir si le jeu est bien validé pour les enfants. D'accord. Les plus jeunes. Donc en fait, ça t'évite tout ça. Ok. Donc, c'est une espèce d'économie en fait. J'avais déjà entendu ça, mais c'était plus pour le marché américain. Ben, en Europe aussi. En Europe aussi, oui, parce que c'est vrai que les wagons sont vraiment tout petits. Du coup, ils n'ont pas besoin de faire tester tout ça, j'imagine. Okay. Après, c'est que des cartes et du bois, donc. Mais c'est vrai que c'est tout petit, quoi. Ouais. Si on peut éviter toutes ces tests. Mais ça peut effectivement être le pourquoi du comment. Ouais. Même si le jeu, franchement, c'est du 8. Allez, c'est du 10 oui, plus, oui, quoi. Intellectuellement, oui. Oui, c'est pas du tout un jeu expert. Eh bien, justement, moi, je peux vous proposer c'est de rester dans une toute petite sélection de jeux enfants. Ah oui. Et voilà. Oui. Des fois, parfois, on aime bien tester les jeux enfants. Moi, j'aime bien parfois tester les jeux enfants. Et je me rends compte que moi aussi, de plus en plus, j'aime beaucoup jouer à des jeux enfants. Et justement, ça, de notre côté, ça nous permet de vous en parler, puisque jusqu'à présent, on parlait jamais de jeux enfants, puisqu'on n'y jouait pas. Et voilà, maintenant, les jeux enfants vont faire partie d'une des catégories. Non, vraiment, quand le... Alors, ça sera pas tout le temps, mais quand il y a certains auteurs, moi, que j'aime beaucoup, j'aime bien, en fait, tester leurs jeux enfants. C'est vrai, voilà. Quand ce sont des auteurs qui proposent aussi des jeux initiés, les jeux famille, s'ils font des jeux enfants, moi, j'ai bien envie de les tester aussi. Et là, c'est le cas de Thomas Favrelière et de Diogo Fento. Exactement. Là, qui nous propose un jeu enfant. Moi, j'avais vraiment envie de voir ce que ces auteurs-là, que j'aime bien par ailleurs, sont capables aussi de proposer aux plus jeunes. Et vraiment, j'avais envie de tester. Et vraiment tout jeune. Oui, c'est vraiment tout. Parce que c'est du 4 ans et plus. Jeune, hein. Alors, c'est 2 jeux en un, puisqu'il y a une version pour à partir des 4 ans, et il y a une version qui est à partir de 5 ans. Et oui, c'est plus dur. On a bien rigolé parce que on y a joué, on a fait la partie, enfin on a fait 2 parties des 2 modes de jeu. On a passé un bon moment, on a rigolé en fait. Mais là vraiment je comprends que les enfants ils vont vraiment s'éclater avec Fusée. Mais oui, oui, c'est très bien. C'est vrai que ça aucune comparaison, mais c'est vrai qu'on s'était beaucoup amusé aussi avec l'île des Moquis. Oui, l'île des Moquis c'est très très bien. En fait, c'est vraiment on pose un peu le cerveau, on réfléchit pas vraiment comme un adulte, et mais on s'amuse en fait, voilà, et c'est ça le principe. On essaie de retrouver les sensations que peuvent avoir des enfants en fait. Et ça fonctionne, en tout cas pour nous ça a fonctionné. Malheureusement on n'a pas le public pour faire tester à partir de 4 ans. Mais nous ça nous a amusé, donc je pense que on est bon public aussi, mais c'était plutôt fun. Donc 2-5 joueurs à partir de 4 ans pour des parties d'environ 15 à 20 minutes. Je ne saurais vous dire si effectivement avec des plus jeunes ça dure ça peut durer 20 minutes. Ouais, je pense aussi. Minutes, ouais. Donc 2 jeux en un. Vite fait pour la première. Alors c'est pas celui-là. La première variante. C'est-à-dire qu'on va avoir des bases de fusées comme ça avec des personnages. Et tout simplement, pour faire décoller notre fusée, il va falloir qu'on tire des cartes pour faire décoller la fusée. Et ces cartes-là, elles représentent en fait des personnages. Donc là, pour faire décoller cette fusée, eh bien, il va falloir que j'ai un poussin, un petit renard et une grenouille. Là, en l'occurrence, je l'ai. La fusée décolle. Tu l'as parce que t'as été le piocher. Et j'ai été le piocher. Et j'ai toujours le choix entre 3 piles de cartes qu'on voit ici, les cartes qui sont en haut. Et sur ces cartes-là, eh bien, le dos des cartes, on voit que sur cette carte-là, derrière, j'ai soit un panda, soit un renard. Pareil pour celle-ci. Et là, derrière cette carte, j'ai soit un poussin, soit une grenouille. Donc, en fait, eh bien, suivant les fusées que j'ai en bas, eh bien, je vais dire, eh bien, est-ce que je vais piocher celle-ci, celle-ci ou celle-ci? Bon, là, en l'occurrence, par exemple, les 3 mirés, parce que j'ai forcément toujours une grenouille, j'ai forcément toujours un panda ou forcément toujours un poussin. Mais au fur et à mesure, eh bien, les personnages, ils vont être déjà embarqués. Donc, si je pioche des personnages qui sont déjà embarqués ou que je n'ai pas, eh bien, je donne la carte à mon adversaire qui, lui, va peut-être pouvoir la positionner dans sa fusée. Voilà. Donc c'est un petit jeu pour les plus jeunes. Ça, c'est à partir de 4 ans. Ouais. Voilà.
Bon, déjà, voilà, les probabilités. Je sais ce qu'il y a peut-être derrière, soit un poussin, soit une grenouille. Est-ce que je la prends? Est-ce que je tente? Est-ce que je vais voir ailleurs? Est-ce que je vais assurer pour ça? Voilà. Donc c'est tout con. Ça marche plutôt rigolo. C'est rigolo. Nous, on s'est bien amusé. Et donc les cartes, vous voyez, je vais les mettre comme ça. La deuxième variante pour le jeu, c'est ça. Donc là, du coup, on va se servir exactement des mêmes cartes, mais on va s'en servir de l'autre côté. C'est-à-dire que, bon, là, il y avait la première variante. La deuxième, c'est celle-ci. Donc là, du coup, on a ces cartes-là, 3 paquets de cartes de ce côté-là. Et là, vous voyez, derrière, en fait, je vois les fusées. Donc là, j'ai soit une fusée verte, soit une fusée rouge derrière. Eh bien, en fait, c'est ces fusées-là. Et donc, on va tenter de fabriquer, de faire embarquer nos trois astronautes en fabriquant les 4 parties de la fusée. Mais il faut que ce soit la même couleur de fusée. Donc là, les 4 parties de la fusée verte, si c'est moi qui pose la 4e carte verte, eh bien, je vais pouvoir mettre mon jeton au centre et j'embarque. Voilà. Et si j'arrive à embarquer mes 3 astronautes, je remporte la partie. Et il y a des petits pouvoirs en plus. Et il y a des petits pouvoirs pour cette deuxième variante. Complexe. Mais sur cette variante aussi, on a passé un bon moment, puisque vous voyez, on le voit, les 3 petits pouvoirs. Ouais. Donc c'est chouette. Donc ouais, c'est plutôt fun, c'est plutôt rigolo, on s'est bien amusé. Voilà, c'est un jeu enfant qu'on pourrait également vous conseiller pour les plus jeunes à partir de 4 ans. C'est très rigolo. Donc c'est un jeu qui est édité par chez Panoply. C'est un jeu, donc on l'a dit, de Diogo Cardoso. Et oui, ce Diego Fontos, c'est son pseudo sur oui. Thomas Favrelière, illustré par Jérémy Fleury quand même, et Marine Cazot, et c'est distribué par Ludistri. Ouais. Voilà pour ce petit fuséo. Et on a pu tester un autre jeu de chez Panoply, qui est très bien aussi. Là, c'est plus de la dextérité, en fait, de la dextérité fine. Ouais. Avec Sai Sai. C'est un petit jeu sur le thème de la transhumance. On a chacun un petit troupeau. Alors, je vois... Ah si, là, voilà. Voilà. On va se mettre donc chacun d'un côté du plateau, comme ça, au centre. On va mettre notre plateau par-dessus, à cheval sur la boîte, carrément. Et on va mettre tous nos petits moutons ou nos brebis en bas de notre plateau. Donc il est un petit peu incliné. Donc les jetons ne glissent pas, ils ne retombent pas vers le bas. Mais à notre tour de jeu, eh bien on va lancer les dés. Tous les joueurs en simultané vont devoir pousser. Alors c'est pas une pichenette, mais tout simplement on va pousser avec le doigt. Eh bien les moutons ou les brebis qui sont représentés par la couleur. Là, on voit pas très bien, mais on voit le violet et le rouge. Eh bien, je vais pouvoir pousser un violet et je vais pouvoir pousser un rouge. Alors, je peux le pousser depuis le bas vers le haut, mais je peux prendre aussi un mouton qui est en haut et le prendre et le mettre sur un étage supérieur. Je suis pas obligé je le prends pas, attention. Je le prends pas. Je le fais glisser avec le doigt. Voilà. C'est ça qui est marrant. Soit depuis le haut, soit depuis le bas. Parce que forcément, si vous le prenez depuis le bas, eh bien, tout simplement, ça va pousser un petit peu comme les jeux de pièces à la fête foraine. C'est-à-dire que ça va les pousser. Mais ça va les pousser un peu n'importe comment. Quand tu pousses ton jeton, et en fait, il faut le pousser dans une seule et même direction. Tu peux le pousser tout droit, ou alors tu peux le pousser un petit peu sur le côté et tout ça. Donc c'était plutôt rigolo. Ça marche plutôt le matériel pas mal. Est très joli. C'est la manipulation en fait du matériel qui fait que le jeu est fun en fait. Je me suis peut-être un petit peu moins amusé que dans par exemple Fuséo, mais c'est vraiment le côté manipulation en fait qui fait que je pense que ça ne peut que plaire aux petits de pousser les moutons en essayant forcément d'être le premier à atterrir donc quand les moutons pâturage. Ils arrivent en haut, et bien hop, ils arrivent donc dans le pâturage de blé tendre ou tendre blé, je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc tac, c'est le premier qui arrive à mettre tous ces moutons la plus verte en haut remporte la partie. Voilà pour Sai Sai. Pour un autre jeu enfant. Oh là là, oui. La cerise sur le gâteau. Ouais, tant qu'on y est là. Hop là. Allez, il est là. C'est bon. Alors, la cerise sur le gâteau. Schmitt. Kinderspiel des Jahres 2025. Oui, quand même. Ouais, quand même. J'étais très très curieux. On l'avait découvert à Vichy. J'avais dit, oh là, ça
ça me plaît, j'ai envie d'y jouer, même si c'est un jeu enfant en fait. Hein, et au final, on y a joué et c'est plutôt très sympa. Oui, c'est bien. Moi, j'ai adoré ma partie. 2-4 joueurs à partir de 6 ans. C'est ce qu'elle t'a dit qu'effectivement, des parties d'environ 20 minutes. J'ai déjà noté, j'ai déjà mis une note de 7, tu as vu. Dans C.C. Schmidt, c'est un jeu de Wolfgang Warsch et illustré par Michel Verdu. C'est distribué par Pixie. On voit le petit prix qui est ici. Et en parlant de petit prix, je trouve que pour moins de 30 euros, à peine un peu plus que 25 euros, je pense que c'est pas déconnant. Pour un chouette cadeau de Noël, ça, pour les enfants et les familles également, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça marche bien. Ouais. Alors, comment ça va fonctionner? Tout simplement, on va avoir alors, le principe, c'est de monter notre gâteau, faire des étages, notre pièce montée, notre gâteau avec des étages qui sont ici. On en a chacun 2. On va choisir un pour le mettre par-dessus, mais on va pas pouvoir le mettre dessus directement. Il va falloir le prendre, le regarder et se dire je vais le mettre, non, je vais peut-être le mettre celui-là ou le mettre l'autre. Je vais le tourner dans l'autre sens. On va devoir essayer de jauger, de visualiser quelle est la meilleure, on va dire, partie tuile de gâteau à choisir et dans quel sens, puisque on va remporter des sucres de couleur en fonction des zones qu'on arrive à faire. C'est pas très évident à expliquer comme ça, mais à le manipuler, c'est ultra évident. Là, on le voit pas trop sur les photos. Il y en a pas. Bah voilà, par exemple celle-ci. Là, donc on part avec une base de gâteau. Et là, le joueur ou joueuse a mis cette tuile-là en deuxième position. En première tuile en fait qu'il a eu, il a mis en deuxième position effectivement. Et donc là, on voit que la partie qui est là, verte, eh bien, il correspond. Donc le joueur, il a gagné un sucre vert et un deuxième sucre vert. Il faut imaginer que les tuiles en haut, elles n'ont pas été positionnées encore. Là, l'orange, il matche pas. Vous voyez, là en bas, c'est du rose. Par contre, le rose, oui, là, il match. Donc ça marche. On va prendre un sucre rose. Là, le sucre orange, il est perdu. Il n'y a rien. Pareil pour le bleu foncé. Le bleu clair, il y a une petite étoile. C'est des petits bonus. Enfin, point de victoire ou... un point. Voilà. Et donc, d'étage en étage, on va tenter de faire des couleurs qui sont adjacentes. Là, par exemple, au bout de la 3e tuile, on voit que la couleur verte est toujours adjacente. À chaque fois, on va cumuler des sucres. Et donc, ça va monter au fur et à mesure. Là, on voit que le rose, il a fait une chouette série de sucres roses. Donc, à chaque fois, on va collecter les sucres qui sont dans les zones qui sont adjacentes. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces sucres? Eh bien, tout simplement, on va les mettre dans nos petits flacons, dans nos sucriers, on va dire. Des pots à sucre. Et suivant la taille du pot à sucre, là, on le voit, hop, ici. Là, le petit, c'est 3 sucres de capacité. Là, c'est 4. Là, c'est 5. Et là, c'est petite bouteille Joker, on va dire. Et à partir du moment où j'ai 3, 4 ou 5 sucres, mais attention, de couleurs différentes, je vais pouvoir les défausser pour remporter une pièce. Donc soit une pièce de bronze, une pièce d'argent ou une pièce dorée. Et forcément, derrière, il y a des points. Plus on va avoir les pièces de la pièce bronze à la pièce dorée, plus on va avoir 2 points de victoire. Et c'est tout simple. Voilà. Des petites étoiles. On va positionner nos étages de gâteau pour avoir des zones adjacentes, collecter des sucres qu'on va mettre dans nos sucriers, dans nos pots à sucre. On va pouvoir les échanger à partir du moment où c'est des ressources différentes pour gagner ces petites médailles. Voilà. Enfin, ce qui est rigolo, c'est que tu jauges en fait. C'est ça, c'est que tu peux pas, tu vas essayer de visualiser le truc. Tu dis des fois, tu dis ça peut passer. En fait, non, ça passe pas. En fait, pas du tout. C'est rigolo. Mais c'est très fun. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'étais très impatient de pouvoir y jouer. Ça, c'est pareil. La cerise sur le gâteau, c'est une belle recommandation en tout cas pour les jeux enfants, pour les fêtes de fin d'année. Et alors, en parlant de fête de fin d'année, pour animer un repas... Ça, c'est nickel. Eh ben, franchement, TTMC Bonne Bouffe, c'est, je pense, le jeu idéal pour les longs repas de famille. Ouais, carrément. À la limite, vous pouvez vous passer du plateau,
Au bout d'un moment, dans les jeux de quiz comme ça, tu fais une partie comme ça avec le plateau et après tu relances une partie sans les plateaux, sans compter les points. Vous connaissez le principe de TTMC, c'est-à-dire que vous avez différents thèmes dans lesquels vous allez vous-même vous auto-évaluer suivant le thème. Et bien là, TTMC, tu te mets combien? Bonne bouffe, bah c'est spécial. Nourriture. En fait, vous allez avoir quatre thèmes principaux qui sont donc, bah j'ai pas les lunettes donc je ne vois strictement rien du tout aux thèmes qui sont proposés. Ouais. Toi non plus. Oui, ben non, forcément. Voilà, donc bon. C'est intéressant. Désolé, on ne voit absolument rien du tout. Alors, peut-être que c'est indiqué derrière. Alors, essentiel de cuisine, culture culinaire, le marché et plats et recettes. Voilà, ce sont les 4 thèmes. On retrouve, alors je regarde juste comme ça. On retrouve donc le même principe de TTMC, c'est-à-dire que vous jouez... TTMC de voyage en plus. Ouais, vous retrouvez le plateau comme ça, vous avez toutes les cartes qui sont dans la boîte. Au lieu d'avoir un jeton, vous avez un petit marqueur que vous allez pouvoir marquer votre prénom ou un petit signe distinctif sur le plateau pour avancer. Et en fonction de la case où vous êtes, vous allez devoir répondre à un thème. Est-ce qu'on n'en ferait pas un? Tu te juges par rapport à tes connaissances. Exactement. Tiens, regarde, celui-ci, j'en prends un au hasard. Si je vous dis par exemple, tu te mets combien en protéines? Donc là, vous allez devoir, la personne qui répond, juger entre 1 et 10. Forcément, 1, c'est très très facile. Oui, tout le monde répond, même un enfant. Le 2, oui, c'est simple. C'est très facile aussi. Tout le monde avance dans ce jeu. Vous pouvez dire que jusqu'à 3, oui, tu as quand même de fortes chances d'avancer. Et forcément, la question numéro 10 est très dure. Jamais tu Allez, réponds. Je me mets 3. À part si vraiment tu es très calé en protéines, tu te dis bah oui, c'est bon. Je ne vais pas vous lire, enfin si, je vais mettre les lunettes. Ah mais oui. Comme ça, je vais vous faire la petite question. Tu te mets combien en protéines? Donc Anto, toi tu choisis 3. Ok. Une protéine peut être végétale, vrai ou faux? Ah ben oui, vrai. Voilà. Donc c'est quand même très simple. Donc vous voyez que même jusqu'à 3, là, les questions sont quand même relativement accessibles. Donc vous pouvez jouer avec tout le monde, avec papy, mamie, les neveux, les nièces, les enfants, les petits, les moins grands. Autour de la table, vous pouvez jouer avec tout le monde. Il suffit juste de savoir évaluer correctement. Donc effectivement, la réponse, une protéine est peut-être végétale, vrai ou faux, c'est vrai. Donc, vous allez tout simplement, soit toi tu as choisi la question numéro 3, tu vas avancer 2-3 cases, tout simplement. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, si je vous dis, tu te mets combien en protéines pour la question numéro 1, c'est quelle activité nécessite un bon apport en protéines? Proposition. Une sieste sur un canapé BZ, écouter un discours de Valérie Pécresse ou faire une séance de musculation. Ah, la muscu, il faut de la protéine, les gars. Voilà, donc ça c'est le type de question 1. Sur tous les thèmes, vous allez toujours avoir une question à la con, en fait, que tout le monde peut répondre. Et par exemple, si je vous dis la question numéro 10, quels sont les 9 acides aminés essentiels pour l'homme qui ne sont pas synthétisables par le corps humain? Et là, c'est dur. Donc là, il faut citer les 9 acides aminés. Il faut être biologiste. Oui, voilà. Donc je ne vous donnerai pas la réponse. Voilà. Vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Donc voilà, on voit bien que la question 1, 2 et 3 sont très simples et accessibles. La question numéro 10, voire même 9, voire même 8, c'est pratiquement impossible. Spécialiste du domaine. C'est ça, à part si vraiment tu sais, tu es effectivement, comme tu dis, biologiste ou... savant. Voilà, tu vas répondre. Très grand chercheur. Non, mais ou même si t'es un, je sais pas, t'es à fond dans les protéines. Et voilà. encore. Donc il y a plein de thèmes différents sur toujours dans la même thématique. Mais la thématique de la nourriture est chouette. Ouais. Vraiment. Parce que si t'aimes bien manger, ou comme nous, on est un petit peu gourmand, on s'intéresse un petit peu au plat, la gastronomie. Oui. Bon, après tout le monde mange, donc forcément tu.
Non, il y a des gens qui, ça leur était complètement égal, hein, la bouffe, hein, mais nous on aime bien. Oui, voilà, bah, c'est rigolo. Mais je trouve que voilà, autour de la table, quand tu fais un repas, Oui, c'est eh bien, rigolo. c'est plutôt fun de sortir ça. C'est vraiment le moment idéal. Et puis c'est vraiment pas compliqué. Et juste pour info, hein, vous avez un petit concours en ce moment sur Instagram pour vous permettre de remporter une boîte de TTMC Bonne Bouffe. Donc je vous invite à aller checker ça sur mon Insta, le Meeple Vert, pour bien tenter de participer. Hop. Parks and Potions. Voilà. Il est enfin arrivé. Vous le connaissez peut-être pas, même probablement pas, puisque c'est un jeu que j'ai pledgé, qui est arrivé il y a pas longtemps. Ça y est, il est arrivé. Parks and Potions. Un 5 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 15 à 30 minutes. J'avais vraiment adoré la DA. La direction artistique, les illustrations. Oui, c'est et joli. Avant de pledger, avant de participer au financement, je m'étais quand même un petit peu renseigné, parce que tu pledges pas un jeu juste pour ses illustrations. Sinon. Remarque que celui-ci, il était relativement pas très très cher pour un jeu en financement, hein, donc c'est pour ça que j'y suis allé. Mais la mécanique m'a plu aussi, et la mécanique, eh bien tout simplement, c'est très simple. C'est très simple, c'est très accessible et familial. Hein. La mécanique, on va devoir collecter des potions, hein, comme son titre l'indique. Grâce à des dés. Grâce à des dés, ou dans une variante avec un système de draft dans un sac. Bref, nous, pour l'instant, on n'a fait qu'une partie avec les dés. Sur 4 dés lancés, on va devoir collecter 2 ressources de couleur. Donc c'est tout simplement indiqué par les dés. Donc je vais pouvoir prendre des ressources, pas des ressources, des potions de couleur. C'est dommage qu'il n'y a pas les d'autres photos. Il y a 2 couleurs primaires. Alors il y a des couleurs primaires, des couleurs secondaires et des couleurs spéciales. Les couleurs primaires, vous les connaissez, c'est le jaune, le rouge et le bleu. Les couleurs secondaires, vous les connaissez aussi, c'est le orange, le violet et le vert. Et les couleurs spéciales, c'est le blanc, le gris et le noir. Donc pour avoir une potion verte, eh bien il va falloir que je mélange le bleu et le jaune. À moins que tu tombes sur la face verte. À moins que je puisse effectivement la collecter directement. Mais il y a tous ces systèmes où justement je vais collecter mes ressources, je vais pouvoir les mixer pour en avoir d'autres, et le but étant tout simplement de récolter un certain type de ressources. Je vais vous montrer quand même peut-être vite fait. Pour pouvoir soigner les animaux quand même. Pour pouvoir soigner effectivement les animaux. Les plus mignons du monde. Les illustrations sont vraiment superbes. Je vais essayer de vous en trouver une qui peut être plutôt pas mal. Bon, je tombe sur celle-là. C'est peut-être pas la plus jolie, mais ça vous donnera une idée. Hop là, je vous montre comme ça. C'est laquelle? Donc là, oui, forcément, comme tu dis, Max, les illustrations, c'est ce qui m'a amené à aller voir le jeu, hein, parce que sinon, j'y serais peut-être pas allé, effectivement. Alors, là, on voit que pour soigner cette baleine qui me rapportera 2 points à la fin de la partie, eh bien, il faut que je lui dépense une potion bleue et une potion verte. Après, on est tout à fait limité dans le nombre de potions. On ne peut avoir que 6 potions. Ouais. On ne peut avoir que 6 potions. Et à nous de bien gérer notre stock. Et on a 3 lancers de dés. Alors, on a 3 lancers de dés. On a effectivement pas 3 relances de dés. Non, 3 lancers. On va lancer une fois 4 dés. On va prendre les ressources qui sont 2 potions, qui sont montrées par les dés. On va relancer les dés une deuxième fois. On va reprendre 2 potions qui sont indiquées par les dés. Et on va lancer 3 fois. Comme ça, voilà, c'est celle-là que je voulais vous montrer, qui est, je trouve, très jolie. Ce petit panda comme ça, ce petit panda roux avec une corne en gemme. Donc celui-ci, il me rapportera 1 point de victoire, et en dépensant une ressource rouge et une ressource jaune. Donc on voit que c'est quand même très très simple, et après les points, c'est les points des cartes. En plus, on peut faire des collections de famille aussi. Voilà, il y a un petit scoring différent en fonction de certains cas. C'est quand même extrêmement simple. Tout ça dans un joli petit sac avec toutes les ressources qui sont en punch carton, mais j'ai trouvé qu'elles étaient chouettes parce qu'en fait elles sont un petit peu vernies. Alors ça vous dira, vous allez peut-être pas voir grand chose si je vous le montre, mais putain, je ressors la même. Voilà, par exemple. Hop, c'est pas du simple punch carton, elles sont un petit peu
brillante vernis. On voit pas effectivement. Bon, c'est pas grave. Voilà, il y a le sac avec toutes les ressources dedans. Il y a un joli tapis en néoprène. Voilà. Et... Bon, après, voilà, le matériel, la beauté des cartes, ça fait beaucoup parce que, comme je le dis, moi, c'est un tout petit bémol. Je trouve ça un poil trop simple, peut-être. Alors, on a joué avec la version des dés. J'ai hâte de jouer avec la version C'est pas draft. désagréable, mais c'est un poil Ouais. quand même un peu C'est trop très, simple. très, très accessible. C'est un jeu très familial. Hein. Oui. Ouais. Oui. Je vois pas où est-ce qu'il le couvercle. C'est moi qui l'ai. Ok. Voilà, donc ça c'est mon pledge que j'ai reçu. Je vous invite à aller sur leur site. Hein. Donc c'est Moon Saga Workshop. Il est commandable, on peut l'avoir, mais alors c'est en anglais, mais il n'y a pas de texte sur les cartes. Et la règle du jeu, elle est ultra simple. Hein. Oui, Voilà. le jeu est simple. Oui, donc c'est un jeu de Chris Eastridge et illustré par Alan Gomez. Voilà pour Parks and Potions. Alors un autre jeu avec une illustration qui... Très jolie idée, hein. Enfin, moi qui me plaît. Alors... Toi un peu moins. Non, moi je trouve la boîte... elle ne me plaît pas du tout. Vraiment. Je trouve ce personnage très... Ça te dérange. Ouais, je sais pas, fatigué, pas, ça donne pas envie. Elle est pas en forme. Elle a pas l'air en forme. Elle a pas hein. beaucoup mangé. Alors c'est la bohème, mais tu vois, j'aurais préféré quelque chose de peu plus jovial, joyeux, tu vois, quelque chose. Par contre, tout l'intérieur de la boîte, oui, c'est très toutes beau. les cartes sont magnifiques. Ouais. Voilà. Je trouve ça très poétique, très joli, très coloré, très lisible. Mais cette boîte-là, je ne comprends pas. Oui, après, bon, Voilà. C'est un détail. Hein. Et ouais, mais c'est un détail, mais moi, du coup, j'avais pas envie de jouer à la bohème. Ça, c'est quand même... Et c'est dommage parce que... C'est quand même bête de s'arrêter à la couverture. Ah, bah, c'est les illustrations, c'est comme tout, les illustrations, hein. De toute façon, ça te donne envie ou pas de jouer à un jeu. Oui, tu vois. Oui, ça donne envie ou pas. C'est vrai, hein. Ah, mais complètement. Et moi, j'avais pas envie de jouer hein. spécialement. Bon, ben, j'y ai joué, je regrette pas parce que... parce que déjà, la thématique, moi, j'aime beaucoup. Hein, cette période... le Paris de la fin du 19e siècle, la vie de bohème. On va vivre notre vie d'artiste. Hein. Un 4 joueurs à partir de 14 ans. Est-ce que c'est... Oui, c'est indiqué 14 ans aussi sur la boîte. Des parties d'environ 45 à 60 minutes. Donc c'est édité par Yellow. C'est un jeu de Jasper Delange. Et illustré par tout ce joli monde que vous avez d'indiquer. Et alors, la bohème, ce qui m'a vraiment convaincu d'y jouer et pourquoi j'ai beaucoup aimé la bohème, puisque ça reprend un petit peu la mécanique d'un de mes jeux favoris ever, qui est, je pense que même je vais vous l'attraper parce que je l'ai là. Bon. Ouais. Un de mes jeux favoris de tous les temps, c'est After Us. Voilà. Qui est édité chez Catch Up Games. C'est un jeu de Florent Siriès qu'on salue et illustré par Vincent Dutré. After Us, ça fait partie de mes jeux favoris de tous les temps. Et la bohème, en fait, reprend un petit peu cette mécanique où on va faire du deck building et on va assembler les cartes afin de créer des espèces de petites cartouches avec des symboles bohèmes dans lequel on va pas collecter physiquement des ressources puisque tous les symboles représentent une seule et même ressource au final, hein, tout simplement, ce sont des points que je ne sais plus. Les points d'inspiration. Est-ce qu'on peut voir Oui, voilà. Les cartouches. Donc je vais piocher des cartes et je vais les agencer sur mon petit plateau pour essayer d'avoir des ressources comme ça, enfin des symboles qui sont adjacents. Là par exemple j'ai les cadenas qui sont adjacents, donc j'ai déjà 2 points d'inspiration, plus 1 avec celui-là, plus 1 avec celui-là. Donc là si c'était cette partie-là, j'aurai 4 points d'inspiration. Avec juste les cartouches. Après, il y a d'autres effets de cartes. Alors, il y a tout un tas d'effets des effets de couleurs qui vont faire que dans sa journée d'artiste, puisqu'on en installant des cartes, en fait,
sur cette frise, on va reconstituer une journée d'artiste pour avoir en fait des points d'inspiration. Et ces points d'inspiration, on va pouvoir les dépenser pour acheter d'autres cartes. D'où le deck building. Pour améliorer en fait son deck de base, pour avoir de plus en plus de points d'inspiration. Et en fait, un des buts du jeu, c'est quand même de dépenser ces points d'inspiration dans des sortes d'achievements en fait de sa vie d'artiste. C'est des objectifs. Des objectifs de vie en fait. Qui sont de plus en plus compliqués à avoir. C'est tout simplement des points comment on dit, des points d'inspiration. Des points d'inspiration, j'y arrive pas. Voilà. Et donc ces grands moments forts de la vie d'un artiste, en fait, on va pouvoir donc les acheter grâce à ces points d'inspiration. Et au bout de, ça dépend du nombre de joueurs, mais au bout de 4 cartes, on a gagné en fait la partie. Voilà. Donc ça c'est quand même c'est quand même très simple le jeu. Le jeu est très simple. Ouais. Et moi on a passé un bon moment. Ouais. Moi j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça bien parce que forcément, comme je vous disais, ça reprend un petit peu le principe de After Us qui, moi, je trouve ça génial. Je m'amuse vraiment. Et la bohème, eh bien, c'est un petit peu dans le même esprit mécanique. De reconstituer des cartouches et puis de faire en fait des bonus de couleurs aussi, puisque les cartes ont des couleurs. Suivant l'emplacement des cartes, tu vas pouvoir gagner d'autres points d'inspiration. Ce qui est intéressant, c'est les combos des cartes, en fait, entre elles, puisque à ton tour, tu peux poser soit 3, soit 4 cartes dans ta journée. Tu vas pouvoir aussi poser des muses qui vont interagir avec ces cartes pour faire encore plus de points d'inspiration. C'est dommage qu'on voit pas. Il faut faire aussi attention aux événements du haut. Puisque ça, ce sont des cartes de désespoir. De désespoir qui vont te faire baisser en fait ta jauge d'inspiration, qui vont t'empêcher en fait de faire le max de tes capacités. Pouvoir acheter des grosses cartes. Ça va faire défausser des cartes. Vous pouvez pas acheter les cartes tel type de cartes du marché. Enfin voilà, ça va te pénaliser un petit peu, mais ça fait un petit peu, on va dire, partie de la vie d'artiste dans le jeu. Donc voilà, c'est très coloré, c'est très beau, c'est très visible. Toutes les cartes, au fur et à mesure que vous allez les acheter, elles vont avoir des pouvoirs qui vont venir justement vous aider à vous en sortir. Et le jeu n'est pas simple parce que au final, on a très peu de possibilités en fait. Puisque c'est une sorte de deck building, on n'a pas beaucoup de possibilités d'épurer ce deck. On va se retrouver quand même à la fin du jeu avec un très gros paquet de cartes. Donc, cartes qu'on aura achetées, c'est très dur de les comboter entre elles. C'est peut-être un reproche du hasard en fait de la pioche. Oui, dans ce gros paquet de cartes, de pouvoir au final faire les bons combos. Et oui, parce que moi je suis pas arrivé à vraiment m'en sortir, contrairement à vous. Vous aviez réussi à faire de très bons combos de pouvoir. Tu vois, je suis pas tout à fait d'accord, mais je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, c'est que en fait, pour épurer son deck, c'est pas il y a quelques cartes qui permettent de le faire, mais pour épurer son deck, pouvoir que tu peux utiliser, mais c'est très dur. Il faut dépenser en fait des points pour pouvoir épurer son deck et enlever une carte. C'est pas forcément. On a un petit plateau artiste où on peut dépenser en fait ses points d'inspiration aussi, c'est une autre manière de les dépenser pour avoir ces petits pouvoirs qui permettent de s'en sortir un petit peu mieux et d'épurer son deck, mais c'est très dur. J'ai trouvé ça parfois le hasard de la pioche compliqué. Parce que tu n'as pas joué correctement. Voilà, vraisemblablement. Voilà, donc ça mais c'était... moi j'ai passé un bon moment. Ah oui, moi aussi. Et je suis content d'y avoir joué parce que... mais t'es toujours avec ton After Us. On croit qu'on parle d'After Us. Mais non, il y a la bohème qui est sur la page. Mais je veux montrer After Us parce que c'est un peu dans le même... c'est un petit peu dans le même genre. Si vous avez pas aimé After Us... Vous n'aimerez pas... Je suis pas certain que vous aimerez la bohème. Si vous avez aimé After Us, vous aimerez, je pense, la bohème. Oui, ça risque. Moi, la boîte, je me dérange. Je trouve pas ça beau. C'est bien illustré, mais pourtant, ça ne me comme plaît le pas. dit Max, ça c'est pas la beauté. C'est pas la beauté intérieure qui compte, c'est l'intérieur de la boîte. C'est vrai.
C'est pas la beauté extérieure, peut-être tu voulais dire. Ouais, c'est pas la beauté extérieure de la couverture, c'est l'intérieur de la boîte. C'est ça. Ouais. Et ben c'est très joli à l'intérieur. Les cartes sont toutes très belles, avec toutes ces petites scénettes de la vie de Bohème à l'époque. C'est sympathique. Voilà pour la Bohème. Hop. Donc oui, tu peux ranger After Us. Je vais ranger After Us. Allez hop, je le range. Hop là. Vous voyez qu'il est toujours pas très très loin. On change de registre avec Comic Strip. Vous vous souvenez peut-être probablement de Nouvelle Contrée, qui est, je sais pas si on le voit, on le voit ici. Ah ben non, il est juste au-dessus, vous le voyez pas. Nouvelle Contrée, c'était ce jeu. Il est pas très loin de nous. Ah ouais, c'est ce jeu où vous jouiez avec un livre. Vous prenez un livre avec tout ce système de marque-page et suivant les différentes petites règles, il y avait des défis effectivement. Pour pouvoir avancer. Un lecteur qui lisait un certain paragraphe ou une certaine phrase ou avec une certaine contrainte, etc., etc. Les joueurs devaient répondre aux défis, trouver et puis aller jusqu'à un certain nombre de pages. Ouais, donc on mettait des marque-pages, on avançait dans le livre, etc. pour aller jusque à la solution, on va dire, finale. C'était un jeu qui était... je pense qu'on n'y a pas assez joué. Non, parce que c'est pas facile. C'est pas si facile. Je pense qu'on s'est planté à plusieurs reprises. Et c'est vrai qu'on n'a pas... Mais oui, c'est comment on appelle ça, un objet ludique un OLNI. Et ça m'a fait plaisir de le garder, ce jeu qui nous fait jouer avec nos livres. Et bien dans le même registre, et c'est le même éditeur, Olibrius. Le même auteur. Alors... oui, Germain Vincent Shark. Merci. Et illustré par... alors, il y a aussi Christophe. Et illustré par Stacy Thomas, même si, au niveau d'illustration... Il n'y a pas vraiment besoin d'illustration, puisque là, au lieu d'aller jouer avec un livre, eh bien, vous allez jouer avec une BD ou un comics. Et ça reprend un petit peu les mêmes, on va dire, sensations. C'est-à-dire que vous allez avoir un joueur qui va choisir une page d'un BD ou d'un roman graphique ou d'un comics. Mais c'est juste des sensations, parce que c'est pas du Oui, après, les mécaniques sont pas identiques. Mais au niveau des sensations de jouer avec autre chose que la boîte de jeu. Donc on va avoir une carte qu'on va recevoir qui va nous indiquer quelle bulle on va devoir faire deviner aux autres. Approximativement, ça nous donne une indication au lecteur. Ça va nous donner une indication de quelle bulle on va devoir faire deviner. Et comment on va faire deviner ? Eh bien, on va prendre un petit carré comme ça et on va positionner tous ces petits symboles qu'on va positionner dessus. Voilà, pour faire deviner la bulle. Pour faire deviner la bulle. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas un exemple un petit peu plus précis, parce que là, moi, je vois pas vraiment... en plus, c'est les deux mêmes pages. Bref, si on a un personnage central avec un élément à côté, eh bien, on va mettre un personnage au centre de mon carré avec un autre élément. On va pouvoir essayer peut-être de jouer avec les couleurs avec les formes, mais on va tenter donc de faire deviner. Le truc, c'est que le lecteur, lui, il va essayer de deviner, mais vous, en tant que, on va dire, dessinateur, peut-être, on va dire ça comme ça, vous avez également une contrainte qui va venir tout perturber. C'est-à-dire que la contrainte, vous allez devoir peut-être faire deviner votre bulle, mais en la mettant à l'envers. Ou alors, vous allez devoir faire deviner, non pas sur votre page, mais sur la page d'à côté. Donc, il y a plein de petites contraintes comme ça qui vont venir un petit peu chambouler tout ça. Et les règles se dévoilent en fait au fur et à mesure. Ouais, parce que sinon, je pense que s'il n'y avait pas ces petites contraintes, ça serait peut-être un petit peu trop facile. Oui, mais après, je trouve ça quand même terriblement difficile. Bon, là, on parle maintenant des sensations. C'est qu'on ne connaît pas les règles, enfin le lecteur ne connaît pas les règles, les contraintes de base au début de la manche, et ça c'est quand même extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce que comment faire comprendre au lecteur que ce n'est pas cette page-là, ce n'est pas la bulle de cette page, mais c'est la bulle de l'autre page qu'on fait deviner. C'est extrêmement compliqué. Ouais, c'est pas évident. C'est extrêmement compliqué. Bon, ça c'est juste un exemple de contrainte, il y en a d'autres. Mais c'est très dur. Alors, en même temps, c'est original, ces contraintes.
qui se dévoile au fur et à mesure de la manche. Maintenant, là, c'est qu'il y a cette contrainte-là, donc on va peut-être aller chercher ailleurs. Mais au début, tu sais pas. Forcément, le début de manche, on va perdre. Et donc... Et on perd un élément. Et si le lecteur se trompe, tous les joueurs vont devoir se défausser d'un élément qui va permettre et après, on draft les petites bulles et oui, le lecteur change. Parce que tous les éléments ne sont pas identiques pour tout le monde. Voilà, on rentre pas dans les détails plus en avant, mais c'est vraiment pas simple. C'est pas simple du tout. C'est un peu déroutant d'ailleurs, je trouve, au début. Ah oui, la première manche... Ces contraintes qui ne sont pas connues au début, c'est quand même c'est très très dur. C'est un peu particulier. Ouais. Au fur et à mesure de la partie, on va avoir ce petit calepin comme ça, dans lequel on va marquer et on va révéler notre propre petite histoire avec un personnage, des objets, des lieux, des actions, etc. qu'on va noter. Et cette feuille-là, on va l'enlever carrément d'espèce de petit pochoir comme ça, et on va révéler le texte qui est inscrit dessous avec ce que nous on a rajouté. On est guidé. Je terminerai en disant aussi, j'espère qu'on ne dit pas de bêtises parce qu'on nous a expliqué les règles, on ne les a pas lues. Ah. Donc j'espère que que celui qui nous a expliqué les règles ne s'est pas trompé. Alors Ludicieux, si tu nous as expliqué les règles mal, je mets des petites pincettes. Oui, non, mais le but c'est pas de vous expliquer réellement les règles. Non, c'est vrai que peut-être que c'est pas ça. Les contraintes, voilà, après, en tout cas voilà, ce que le jeu vous propose, c'est de tenter de retrouver une bulle en particulier d'une BD, d'un comics ou d'un roman graphique sur votre petite plaquette avec des éléments que vous allez à cette petite plaquette, que vous allez positionner dessus. Voilà, c'est vraiment moi je trouve que c'est quand même plutôt thématique de reconstituer sur une simple petite carré une bulle, enfin pas une bulle mais un carré de BD avec des petits éléments graphiques. Voilà. Alors qu'est-ce que nous dit Max, le principe de jouer sur l'illustration d'une BD, voilà, c'est ça. Au lieu de jouer d'un nouvel contrat avec du texte, là on va jouer avec les illustrations. Je trouve ça donc sympa. Tu redécouvres une BD en quelque sorte en t'attachant parfois à des choses que tu n'avais pas forcément vues en lisant. Ouais, tu t'attardes plus sur l'aspect graphique. Tu te focuses vraiment plus sur une page et spécialement sur une bulle. Et même nous, on a joué avec des comics de Tony, Ludicieux, et ne connaissant absolument pas l'histoire, on s'est créé notre propre petite histoire. On a passé un bon moment. Alors après, effectivement, on revient et on précise sur les règles qui n'étaient peut-être pas, qui ne sont peut-être pas exactement ce qu'on vient de vous dire, mais vous avez compris en tout cas. On a joué comme ça, c'était pas évident. Voilà. Pour dire la difficulté quand même de la chose. Je vais quitter My Ludo pour venir comme ça, puisque le prochain objet qu'on va vous présenter, ce n'est pas un jeu. Eh oui, mais je l'ai pas installé parce qu'il c'est fragile. C'est pas grave. C'est dans ma bibliothèque maintenant. Voilà. C'est un Book Nook. C'est un Book Nook. Vous savez, ces Book Nook, c'est ces objets qu'on va placer entre deux livres dans une bibliothèque. Et celui-ci, il est lumineux. C'est dommage. Ils sont tous lumineux, ils ont tous des LED en fait. On aurait dû le prendre. Tu veux pas aller le chercher? Oui, mais c'est fragile. C'est très fragile. Alors un Book Nook, c'est quoi? Allez, on va faire une pause. Vas-y, va le chercher. Un Book Nook, c'est quoi? C'est une espèce de puzzle en 3D, on va dire. C'est-à-dire que vous avez des petites plaquettes en bois. Je vais vous montrer vite fait ce que c'est, puisque j'ai gardé tout ça. Voilà, vous avez une planche de punch qui est en bois. Vous allez dépuncher au fur et à mesure, comme si vous montiez en fait une boîte de Lego. On va vous dire, voilà, vous allez faire étape par étape, vous allez faire ci, vous allez faire ça, etc., etc., nani, nana, vous allez choisir, vous allez prendre tel élément, vous allez les assembler, peut-être même les coller, etc. Au fur et à mesure, tac, vous allez arriver, hop, à la fin, comme ça, voilà, et une fois que la fin est finie, vous allez pouvoir avoir ce type de résultat.
je me suis bien amusé. Alors attends, bouge pas, regarde si. Hop là, je vais ouvrir la porte et j'allume la lumière. Magique. Ouais. C'est très beau. C'est si vous aimez les puzzles ou les Lego, eh bien c'est un bon compromis. Je pense que vous pouvez vous amuser à faire les deux. Et donc il y a toute une mini scénette en fait à l'intérieur et on aime bien en fait se pencher pour essayer de voir un petit peu ce qui est à l'intérieur. Alors est-ce que ça va faire la mise au point? Je ne suis pas certain que ça le fasse, mais on voit bien, voilà, la bibliothèque au fond, il y a une grosse horloge au fond, il y a une vitrine devant avec un appareil photo, un livre, il y a même un violon qui est devant. Vous avez vu que donc la porte s'ouvre. Il y a même un petit élément, une plante qu'on voit bouger sur le côté. Il y a des tableaux, il y a plein de choses. Il y a un bureau au fond. On le voit pas, mais il y a un encrier avec une lampe à pétrole. Enfin, vraiment, c'est très beau. C'est assez minutieux à faire. Hein, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Oui, il faut dire quand même que c'est Florent qui l'a fait. C'est sûr que je pense pas que ce soit toi qui ferais ce genre de choses. Mais je suis pas assez patient en fait. Ce qui est assez paradoxal. Mais en fait c'est Cute Bee qui fait ça. C'est distribué par BlackRock, mais c'est Cute Bee. Ça on peut on peut les avoir sur le net. Oui. Et donc, voilà, Max, c'est hyper poétique, ça donne envie de se perdre dans ces il y en a plein de différents qui existent. Cute Bee fait plein de booknooks différents. Voilà, et celui-ci c'est ils ont une page Instagram cutebee.fr. Donc temps d'assemblage entre 2 et 4 heures, difficulté 1 sur oui, c'était le plus facile. C'était le plus facile. Ouais. Je l'ai fait quand même. T'as mis 2h30. Ah ouais, autant de temps que ça. J'ai pas vu le temps passer. J'ai trouvé ça très chouette à faire. Mais moi, j'ai pas trouvé ça trop long. Moi, j'étais tranquille pendant 2h30, les gars. C'est vrai. Je lui ai foutu la paix. Il m'a fichu la paix. Je te lui ai mis un book-nook. Voilà. Donc si vous aimez les puzzles, si vous aimez les Lego, je pense que là vous avez une alternative très poétique en tout cas mais c'est superbe. Pour dans jouer, la bibliothèque, c'est top. Et c'est très fun en fait. Ouais. Et donc il en existe des dizaines de versions, que ce soit dans cette marque ou autre. Cute, mais il y a d'autres marques. Ouais. Donc là, en tout cas, voilà, c'est de très bonne qualité. Ouais, c'est super. Alors, si vous êtes traumatisé du dépunchage, ça va être compliqué parce que vous avez tout, comme je vous ai montré, qui est à dépuncher, et il y a des éléments qui sont très petits. Hop. Donc voilà une planche. Bon là voilà, par exemple ça c'est les plus grands éléments, mais vous avez des éléments qui sont très fins, très petits. Il y en a même qui sont en double, au cas où tu vois, au cas où tu casses le truc, bien ils y sont en double. Mais j'ai pas eu de mauvaise surprise, j'ai rien cassé. Je voulais l'installer, mais ça va être compliqué. Non, c'est pas grave. Mais voilà, si vous aimez dépuncher, bah, vous pouvez vous amuser à dépuncher. Mais il faut le faire au fur et à mesure, sinon vous allez vous perdre, hein, parce que les numéros des pièces, ils sont inscrits sur la planche de punch directement. Hein. Ça fait pas la mise au point, mais bon, vous avez compris le principe. Voilà, donc celui-là, c'est la librairie de la chouette. C'est en bois. Avec la petite lumière à installer également à l'intérieur. De très bonne qualité. J'ai pas eu d'accident de casse en dépunchant. Je me suis quand même posé la question quand j'ai ouvert. Je me suis dit, est-ce que ça va être fragile? Non. Alors il faut y aller précautionneusement quand même. Hein, faut pas y aller comme un bourrin. Vous avez des petites parties que vous allez devoir également assembler, que vous allez devoir coller. Il y a des petits autocollants que vous allez pouvoir également positionner pour faire les bouquins qui sont derrière dans la bibliothèque. Vous allez avoir un espèce de petit origami également que vous allez devoir faire.
Donc voilà, je pense que c'est un chouette cadeau pour tous les adeptes de puzzle et déjà Lego. 2 livres, ceux qui aiment les livres. Ah bah si vous Parce avez que ça se met dans une bibliothèque Oui, mais tant si t'as qu'à pas de- faire, mais si t'as on pas de peut bibliothèque, les mettre sans bibliothèque. Si t'as pas de bibliothèque fournie, tu peux même le positionner. Oui, ça fait une miniature. Ça fait une miniature Ouais, très c'est jolie avec un la lumière. très beau c'est chouette. diorama. Donc il y a plein de thèmes différents Ouais. qui étaient. Je vais. Ah non, il est là. Sur cette gamme-là, hop, je vous montre. Cute bee. Voilà, on va pouvoir également retrouver le bureau du savoir. On va pouvoir également retrouver la vie de... Je ne le lis pas. Il s'est lancé dans des trucs. Je suis désolé, je ne lis pas ce qui est indiqué ici. C'est marqué trop petit. Voilà. Et la légende de Mulan, par exemple. Voilà. Mais il en existe plein. Oui, non, mais il en existe beaucoup. Et c'est très très chouette. Voilà. Et encore une fois, voilà, après avoir fait des puzzles, on découvre ça et on se découvre, Ouais, les Nookbook, on se découvre d'autres. J'avais déjà vu passer. Ben oui, parce qu'on en voit plein sur les pubs. Book Et on en voit plein de ces trucs qu'on insère dans les bibliothèques avec la lumière. Des fois, il y en a même qui sont mécaniques avec des petites animations. Oui. Eh bien voilà. Eh bien moi j'ai passé un très beau moment à faire ce Book Nook. Donc voilà, encore une fois, une recommandation de d'objets ludiques, on peut dire, à offrir ou à s'offrir pour les fêtes. Hop, allez, on va repasser ici. D'offres romantiques Sakura. Alors je vais le refaire parce que tu n'es pas dans le champ. Ah. Hop là. D'offres romantiques Sakura. Deuxième édition, deuxième version d'offres romantiques. Il y avait eu la première version, il y a eu la version duel également. J'avais déjà joué à la première version d'offres romantiques, tout simple, premier du nom. Je vous avoue que j'étais passé complètement à côté, j'avais trouvé ça... T'avais trouvé ça un peu plat. Mou, plat, un peu mou. assez ennuyeux. Je pense que c'était pas le moment d'y jouer à l'époque. Je sais pas. C'était pas le moment. Peut-être. Et moi, j'avais vraiment envie parce que je me suis dit, je pense qu'on est vraiment passé à côté de quelque chose. Moi, le thème Sakura me plaisait beaucoup plus. Là, on se retrouve dans un Japon que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la culture japonaise. Le Book Nook, soit dit en passant, c'est japonais. Et voilà, d'offres romantiques Sakura, on se retrouve dans des petits villages japonais à reconstituer le paysage autour donc du village traditionnel japonais. Et là, je me suis dit quand même, là, il faut y aller. Là, je pense que ça va me plaire. J'ai beaucoup plus apprécié cette fois-ci. D'offres romantiques. Et oui, comme quoi, c'est vrai que comme tu dis, c'était peut-être pas le moment, je ne sais pas. Il y a des moments où tu joues à un jeu, tu te passes complètement à côté, et alors que ça aurait été dans un autre moment, tu aurais beaucoup. L'expérience, en tout cas, du jeu est différente toujours en fonction. Eh bien, à quel moment tu joues, avec qui tu joues aussi peut-être. Pourtant, on avait joué aux d'offres romantiques, on avait joué avec des gens qu'on aime. Mais voilà, j'étais passé à côté. Et dans Dolmore, on n'a pas joué aux jeux vidéo. On connaît pas le jeu vidéo. Non. Et Candidice, tu vois, nous dit aussi qu'elle n'avait pas aimé le premier, qu'elle trouvait ça également ennuyeux, comme moi. Eh bien, écoute, Candidice, si tu as l'occasion, rejoue-y. Pourtant, c'est le même jeu. Ouais. Eh ben, j'ai trouvé ça mieux. Voilà. Alors, c'est pas mon type de jeu parce que c'est du jeu coop dans lequel, à tour de rôle, on va piocher une tuile et on va tenter de la positionner sur le plateau, qu'on va construire au fur et à mesure commun pour tenter de réaliser des objectifs de zone, soit de village, soit de la route, de la rivière, des rizières, des sakuras, etc., etc. C'est toujours un petit peu pour moi le principe. Ce qui m'ennuie entre guillemets, même si là j'ai mieux apprécié, c'est que c'est pour moi, je pense que c'est quand même plus un jeu solo. Ah oui, tu trouves que c'est quand même plus un jeu solo à 2 vraiment maxi. Là, je vois sur la boîte ils mettent à partir jusqu'à 6. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas attendre que chaque joueur ait positionné sa tuile alors que c'est du coop. Oui, c'est coop, hein. On réfléchit ensemble, hein. On va la placer. Oui, mais ça sert à rien. Je veux dire, à 6, c'est pas possible. C'est beaucoup trop long, en fait. Oui, à 1 ou 2. À 2 maximum. Ouais. Après, c'est
c'est trop long. Tu tires une tuile, si tout le monde dit son avis, ben non, allez, on y va, celle-ci, elle va là, il n'y a pas besoin de réfléchir. Oui, non, mais je pense qu'il faut quand même pas mal réfléchir dans ce jeu. Oui, il faut réfléchir, mais enfin, quand des fois, il y a des tuiles où il n'y a pas 36 000 lieux où la placer, où tu sais, il y a des lieux évidents. Autrement, ton score, il est minable. Ouais, mais bon. Alors après, on n'a pas, parce que vous avez vu, donc Dorf Romantique, c'est un petit peu un jeu où vous allez débloquer pas des enveloppes, mais des boîtes qui vont donc suivant ton score, modifier les règles du jeu, apporter du matériel supplémentaire. Donc on n'a pas du tout encore tout découvert, mais voilà. Pour moi, je dis que c'est un jeu solo ou à 2 vraiment grand max. Enfin, j'ai pas du tout envie d'y jouer à plus parce que quand une tuile est révélée, même si c'est à l'autre joueur de jouer, ben tout le monde joue en coop. Donc tu dis ben non, ben tu la mets là et puis voilà. Allez, ça me manque un peu pour moi un peu de rythme. J'ai soit envie de jouer à la place de l'autre. À la place de l'autre, bah oui, j'ai envie de. Ah, on voit pas. Ah non. Pourquoi on voit pas? Si, on voit. Ah oui. Alors Dolmore qui nous dit l'erreur pour moi, ce jeu, c'est de l'avoir rendu multijoueur en fait. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, je suis très curieux de découvrir Dorf Romantique, le duel. Oui, je sais pas en fait. Eh bien, moi, j'ai plus envie de jouer à ça. Ouais. Moi, le coop, ça me plaît. Moi, je suis vraiment dans le mood de coop, réfléchir à 2 en fait au meilleur placement de la tuile pour réaliser les objectifs et en fait récupérer ces objectifs le plus rapidement possible pour en avoir encore d'autres. Le but du jeu, c'est d'avoir récupéré le plus d'objectifs possible. Pour avoir le plus de points. Pour avoir le plus de points quand on a posé en fait toutes les tuiles. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant. Moi, alors je sais pas, est-ce que c'est peut-être le thème, moi, qui me... C'est tout bête, hein, mais d'être dans un paysage japonais, moi, ça me parle plus. Alors, oui, voilà, ça n'a rien à voir, mais... Mais après, j'ai passé quand même un bon moment. Hein. C'était sympa. Mais le dwarf romantique avec des nains. Salut Antares. Coucou, j'avais pas vu que tu étais là, pardon. Ouais, voilà. Alors ça serait encore plus intéressant. Je pense que ça me plairait encore plus, tu vois. Qui est des nains. Ouais. Le dwarf romantique. Ouais. Ça serait drôle. Mais voilà, je reste un peu sur la réserve du fait que, c'est bien, c'est sympa, mais moi, ça me manque un peu de rythme et c'est du coop, voilà. Ouais, après, c'est toi qui mets le rythme. Ouais, mais si tu joues en plusieurs et que l'autre, il dit, ah non, je sais pas où la mettre, non, allez, on y va. Allez, on enchaîne. Mais du coup, j'ai très envie de rejouer au premier et de découvrir le Dorf Romantique Duel, puisqu'il existe une version pour 2 joueurs d'affrontement. Je sais pas ce que ça donne. Bah, j'ai très envie d'y jouer. Voilà. Donc voilà pour Dorf Romantique Sakura, qui est très joli. Une seconde version de Dorf Romantique. Très bien. Avec les mêmes règles du jeu de base. Ah oui. Parce que je le répète, on n'a pas encore tout découvert. Dans le premier, j'avais pas du tout découvert parce que j'avais fait qu'une seule partie. Là, on n'a pas encore tout découvert, donc je peux pas vous dire si plus ou moins c'est les mêmes règles. Mais en tout cas, les règles de jeu de base sont les mêmes. Gardlings. Oui, on y a ce week-end avec les copains. Pose de tuiles et stop ou encore. Oui. C'est un peu les 2 mécaniques principales de Gardlings qui est sorti à la fin du mois d'octobre. C'est 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 30 minutes. C'est chez Schmidt. Sinon, c'est Allion by Dr. O. C'est un jeu de... Oh là là. Christian Royal Amundsen Hutsby, tout simplement. Merci. Et... auteur, c'est Maria Hutsby. Voilà, ils sont tous les 2, ils ont le même nom de famille. Et oui. Et illustré par... Guillermo de Bonneux. Merci. Je suis incapable de lire ça. Donc Garling, comme je disais, c'est du stop ou encore et du placement de tuiles. Pour récupérer des gemmes. Pour récupérer des gemmes. Dans ce magnifique jardin. Avec des nains de jardin. Voilà. Alors on va chacun. Vraiment un jeu à l'allemande. Hein. On va chacun piocher dans notre sac des tuiles et à tout moment on peut s'arrêter. Quand je pioche une tuile, je la place sur mon espace de jeu. À chaque fois, je vais devoir faire correspondre, vous le voyez, les couleurs de gemmes.
Donc là, on voit, il y a 2 roses, une verte, une jaune, etc. Là, il y a 3 violettes, etc., etc. Pour pouvoir matcher, il faut que ça soit strictement identique. Je peux décider de m'arrêter ou de continuer. Par contre, si j'ai 5 gnomes, si j'ai 6 gnomes, si je pioche la 6e, la tuile qui me fait avoir 6 gnomes, là, mon tour s'arrête immédiatement et je perdrai 3 gemmes, puisque à la fin, quand je décide de m'arrêter ou quand je suis stoppé, eh bien, je vais compter le nombre de gemmes visibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc., etc. Qui va me permettre d'aller acheter, eh bien, une tuile supplémentaire c'est du backbuilding, en fait, aussi. En fait. Oui, c'est du backbuilding. Qui va donc me permettre d'acheter des tuiles qui vont me permettre de rapporter encore plus de gemmes, le but étant d'avoir dans ma zone de jeu le premier 17 gemmes pour acheter la tuile de la victoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que j'ai stoppé ma partie, ma mise en place due aux gemmes, aux gnomes, ou parce que j'ai décidé de m'arrêter, parce que je suis prudent, eh bien une fois que j'ai acheté ma tuile, eh bien je vais tout ranger dans mon sac. Tout ce que j'ai construit, je le défais, je le remets dans mon sac, et c'est parti pour un nouveau tour. Donc c'est assez rapide, puisque c'est simultané, tout le monde fait ça, à part pour aller acheter des tuiles sur le marché, là où on respecte l'ordre du tour, mais c'est en simultané, chacun fait son petit truc de son côté. Et la photo est pourrie, là, ça sert à rien, ça. Voilà à quoi ça pourrait ressembler, par exemple. Donc je compte le nombre de gemmes que j'ai réussi à assembler, je vais acheter une tuile, je rembarque tout, je remets tout ça dans mon sac et un nouveau tour est parti pour tenter d'avoir les 17 ou les 20 gemmes pour la tuile de la victoire. Et ce n'est pas facile du tout. Alors je dois avouer que j'ai subi carrément ma partie puisque je n'ai jamais réussi à piocher les bonnes tuiles. Ben oui, j'ai bon moment. J'ai de suite eu souvent les gnomes et comme c'est du stop ou encore et que je ne sais pas m'arrêter et que de toute façon ça servait à rien que je m'arrêtais puisque la quantité de gemmes créées ça ne me permettait pas d'acheter une tuile supplémentaire. C'est pour ça que ma partie m'a un peu frustré. Je dois avouer que ça ne m'a pas vraiment convaincu. J'ai pas trop aimé en fait. Voilà. C'était que sur une seule partie. Il faut rejouer bien sûr. Mais je suis un peu dubitatif pour cette partie qu'on a faite en tout cas. Même si le matériel est très sympa, les illustrations sont rigolotes. Le backbuilding est cool. Les tuiles ont des personnages qui vont avoir un petit pouvoir quand on va la piocher. Mais après ça va très très vite en fait d'avoir 6 gnomes. Ouais. Et le hasard est tellement prenant dans ce jeu. Bah ouais. Mais c'est un jeu enfant. Hein. C'est un jeu fun, mais t'as très peu de contrôle. Et oui, si t'as pas de chance avec les gnomes, c'est punitif, comme dit Max. Et ça peut être très frustrant. Ouais, mais moi, c'est... Comme dans tout stop ou encore. C'est le stop ou encore, c'est ça. Mais le problème, je trouve, c'est même si tu arrives à avoir... Si tu as 6 gnomes, que tu pioches 6, tu peux quand même aller acheter en fonction des gemmes que tu as. Sauf que tu as un petit malus de 3 gemmes, que tu enlèves 3 gemmes à ton total. Tu ne perds pas tout. Mais au début de la partie où tu pars avec déjà... pas mal de gnomes dans ton sac, t'as vite fait d'avoir tes 6 gnomes, donc du coup tu peux pas vraiment acheter de tuiles qui vont te faire monter. Ouais, mais les dragons, si tu peux pas les acheter, tu fais comment? C'est ça? Parce qu'effectivement, Max, tu connais le jeu, tu peux enlever les gnomes. Si tu as 3 dragons, tu soustrais un gnome à ton total. Mais effectivement, voilà... Mais je suis un peu frustré. Non, ouais, moi j'ai un peu subi ma partie, j'ai pas vraiment aimé. Mais je vous en reparlerai dans un prochain débrief ludique avec les parties qu'on va refaire par la suite pour vous donner un avis sur plusieurs parties. J'ai fait une partie sur 2 tours, j'ai pioché que des gnomes. Voilà, donc c'est frustrant en fait. Tu fais rien, tu vois les autres qui avancent, qui achètent des tuiles de plus en plus chères, et toi tu peux toujours acheter une tuile, voire à 4, voire même peut-être, voire des fois, pas du tout, des tuiles à 0. Voilà pour Gardings, on vous en reparlera.
Un mot quand même vite fait pour vous parler de Tréfuté Royal. Bah, la magnifique version de Tréfuté avec ce Royal. superbe matériel, avec la piste AD en cuir, les gros dés givrés et les plateaux de jeu. Cette piste AD en cuir, elle est tout simplement magnifique. Avec les gros dés givrés à l'intérieur, hein, ils sont superbes. Vous connaissez probablement le principe de Tréfuté. Un joueur actif va lancer les dés. Il y en a 6 de 6 couleurs différentes. Et on va devoir cocher en fonction de la couleur des dés sur notre feuille. Donc dans Tréfuté Royal, vous avez ça, l'affiche du Tréfuté du premier du nom, le meilleur, hein, tout simplement. Oui, voilà. clairement. Avec de l'autre côté, eh bien, vous avez un best-of de tous les Tréfutés qui est repris sur l'autre côté en fait de la planche. Vous avez donc ces planches qui s'écrivent avec un feutre effaçable, voilà, donc vous n'avez plus, et cette magnifique éponge pour effacer. C'est un superbe matériel. J'adore Tréfuté. Pour un jeu tellement incroyable. Ouais, c'est un des meilleurs jeux qui existent pour moi de Roll and Write. Hein. On est sur du Tréfuté, on est sur du Quicks, on est sur ce genre de jeux qui sont des classiques. On ne peut pas passer à côté de Tréfuté si on aime les jeux à cocher. Franchement, il y a ça, pour moi, ce Tréfuté Royal, c'est le cadeau. C'est le cadeau à faire pour Noël, pour les joueurs qui aiment les jeux à cocher. Même si vous avez déjà Tréfuté, ça le fait, hein, Tréfuté de Royal, il est indispensable. Franchement, il est vraiment superbe. Alors, l'édition au top pour Tréfuté, bah, moins de 35 €. Ouais, 33, mais... franchement, c'est pas déconnant, vous pouvez y aller. 4 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 30 minutes. C'est chez... Schmitt. Je m'engage dans des trucs. C'est un jeu de Wolfgang Warsch et distribué par Pixie. Non, mais c'est Schmitt. C'est Schmitt. Vas-y, dis-le, c'est Schmitt. C'est Schmitt. Ouais, finalement, on y arrive bien. Donc voilà, ça, c'est un indispensable pour ceux qui aiment les jeux à cocher. Tréfuté Royal. Et on termine avec un dernier. Mosaïque. Celui-ci. Ça fait fureur sur notre week-end ludique. Incroyable. Ouais, avec alors, les copains. Il va falloir attendre. Ça a été la folie. Hein. Il va falloir attendre la mi-février 2026. Au moins. Au moins, s'il n'y a pas de retard. Alors oui, clairement, on a trouvé ça, on a tous trouvé ça génial. C'est un jeu qui se joue c'était unanime. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 30 à 40 minutes. On s'est dit non, on veut pas jouer à 4 joueurs. Mais tout le monde était tellement hypé quand on a commencé à expliquer, quand un joueur a commencé à nous expliquer les règles, quand on a vu le matériel, on s'est dit mais on veut tous y jouer. Donc on a joué à 7. Non mais n'importe quoi 7. Mais ça, alors c'est pas fait pour jouer à 7. C'est pas du tout fait pour. On s'en est sorti, on a réussi à jouer à 7. Oui, pas jusqu'au bout de. Pas jusqu'au bout parce game. Que le matériel nous permet pas. Non. Mais en tout cas, on a fait une 3 quarts de partie. Oh, même plus, on a fait pratiquement jusqu'à la fin. Franchement. Ouais. Donc vous l'avez compris, on a tous adoré autour de la table et pourtant c'est du connu. En fait, au niveau des mécaniques, de la sensation, c'est quelque chose de très connu. On est sur du Dixit, du Stella. On est sur tous ces genres de jeux à communication par l'image. Communication, voilà, par l'image, avec des images un petit peu oniriques. C'est toujours et d'interprétation. Interprétation, voilà. On est toujours sur le même champ lexical de ce genre de jeu, c'est-à-dire interprétation par l'image, image onirique, communication limitée. On va devoir essayer de... Il n'y a pas de communication. Mais... Ouais, parce que c'est pas coop. C'est pas coop du tout. Mais ce qu'il y a en plus dans ce jeu,
qui est édité chez Blam, est un jeu de Léo Beno. Il n'y a pas les illustrateurs puisqu'ils sont plus de 33 illustrateurs à avoir participé à Mosaïque. C'est super. C'est très joli. Ouais. Toutes les illustrations sont toutes dans des univers différents. C'est ça qui fait penser à l'univers Dixit. Ouais. Mais dans Dixit, généralement, il y a un illustrateur qui fait une boîte. Ouais, c'est vrai. Là, il y en a 33. Si je dis pas de bêtises, il me semble. 33 illustrateurs, 33 artistes. Ouais, donc on a 3 cartes en main. On a 3 cartes en main. Sur ces cartes, on va décider d'en choisir une pour la jouer, pour constituer notre tableau de 3 par 3. Ok ? Donc j'en choisis une. Tous les joueurs vont faire ça simultanément. Et ces cartes sur les cartes, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'illustrations. Il y a une valeur qui est indiquée. Ce qui va définir tout simplement la valeur d'initiative, c'est le joueur avec la valeur d'initiative, enfin la valeur de la carte la plus faible, qui va aller choisir en premier. Et choisir quoi? Vous allez me dire, eh bien choisir des cartes ici, en haut, qui sont des cartes presque de définition, d'objectif, définition. C'est-à-dire que là, on le voit pas très bien, mais là, il y a eau, l'eau. Là, il y a envol et là, il y a nuit. Eh bien, ces cartes qu'on va récupérer, ce sont des cartes, comme on voit, qu'on va positionner sur les contours de notre tableau de 3 par 3 et qui vont nous permettre donc de rapporter des points. Si jamais les cartes qui sont dans l'abscisse ou l'ordonnée de notre tableau, en fonction de là où j'ai posé cette fameuse carte, va me rapporter des points. Là, on voit par exemple que c'est une carte, c'est noté réaliste. Là, c'est rouge. Donc là, il n'y a pas vraiment de rouge, à part le bout de la fusée. Un élément doit être rouge. Ça marche. Là, on voit peut-être que, bon, celle-ci, elle est carrément rouge, donc ça fonctionne. On va pouvoir faire avancer une petite gemme sur cette carte qui va me permettre de avoir de plus de points possible. Ouais. Si ça correspond aux 3 cartes, on va jusqu'au 3. Voilà. La 3e position. Là, c'est chapeau. On voit clairement sur cette image, il y a un chapeau. La première ici, est-ce qu'il y a un chapeau? Oui, il y a un chapeau. Je l'avais cette carte. Je le vois pas, mais si, c'est une femme avec un cigare qui a un très joli chapeau. Donc, vous allez avoir tout un tas de thèmes. Les couleurs indiquent en fait une difficulté de carte. Je crois que les bleus c'est facile, les jaunes c'est moyen et les rouges c'est plus difficile, suivant les thématiques. Mais c'est ce truc-là de construire ce tableau de cartes en essayant d'aligner en colonne ou en ligne une même thématique, et puis mais qu'on ne connaît pas au début de partie. C'est-à-dire qu'on va le construire en même temps que notre tableau. On va le construire au fur et à mesure de la partie. Ça, c'est extrêmement malin et vraiment. Parce que les cartes, on va pouvoir en récupérer d'autres. Soit on en récupère qu'une, soit on défausse toute la main et on en récupère 3 nouvelles et on va parier en fait sur des futures cartes qu'on pourra mettre en fait sur la ligne ou la colonne, mais qui correspondent bien à la définition qu'on aura posée auparavant. Donc là, on le voit là, par exemple, le joueur a mis en vol. Donc là, on peut dire, est-ce que ce personnage est en vol? Il est sur un nuage? Oui. En tout cas, il faudra valider quand même. La fusée, elle est en vol. C'est validé. Il faudra faire valider. Là, on voit qu'il y a des nuages. Bon, on peut imaginer que la carte, il y a quelque chose qui vole puisque c'est dans les nuages. Mais là, il a mis la carte spirale dans cette ligne-là. Est-ce que ça, c'est une spirale? Bon. Après, il faudra argumenter pour vendre sa carte. Ouais. Là, c'est clairement une tornade. C'est le magicien d'Oz. Bah oui, c'est clairement une spirale. Ah oui, forcément. Là, on voit pas, mais c'est tout ce système de construction de tableaux qu'on va faire au fur et à mesure avec nos cartes illustrées et avec nos cartes de thématiques qui vont nous faire marquer des points, qui est vraiment génial. On a tous autour de la table trouvé ça excellent. Ça arrive mi-février de l'année prochaine chez Blam. Franchement, Mosaïque. C'est chouette. On en reparlera parce que vraiment c'est quelque chose qu'on connaît déjà avec des images du tableau building, des images jolies qu'on va devoir essayer d'interpréter. Mais en même temps, c'est complètement différent avec ce tableau building et ces objectifs qu'on va construire au fur et à mesure de la partie. Vraiment, c'est du très 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 bon. Tout ça on connaît, mais c'est super bien agencé, ça marche vraiment.
Donc c'est chez Blam, un jeu de Léo Beno, et ça arrive à la mi-février. S'il y a du retard, s'il n'y a pas de retard, on verra bien. Pour Cannes, pour le Festival international des jeux, ça devrait être en tout cas disponible. Et on clôture ce débrief ludique avec cette chouette découverte de Mosaïque qui nous a tous convaincus. Et alors c'est vrai que comme on le disait, on y a joué à 7 alors que ça se joue normalement à 4. Mais bon, ça marche, ça a très bien marché aussi. Oui, on était tellement tous hypés, on avait tous envie de construire notre tableau avec ces objectifs. C'est paris, en fait, tu paries sur les futures cartes que tu pourras avoir en main et sans vraiment connaître les thématiques. Et puis est-ce que celle-là je vais trouver, est-ce que ça match dans un des emplacements. C'était trop drôle. C'est vraiment, on était à fond. C'est vraiment très très surprenant sans pour autant nous perturber dans la mécanique, on va dire. C'est vrai, hein. Vraiment, on a vraiment adoré. Et donc voilà, pour ce débrief ludique, donc on vient de vous encenser Mosaïque. On a également encensé Tréfuté Royal, qui pour moi est un indispensable pour un cadeau pour ceux qui aiment les jeux à cocher, même si vous avez Tréfuté de base. Un petit peu moins enchanté pour Guardlings, mais bon, à rejouer. Ce stop ou encore poste de tuiles et backbuilding. Un petit peu rabiboché avec Dorf Romantique, la version Sakura, par rapport au premier. Comic Strip qui change un petit peu des jeux classiques, qui reprend un petit peu les sensations de comment ça s'appelle, Nouvelle Contrée, mais au lieu de jouer avec du texte dans un livre, on va jouer avec des images dans des BD. La bohème, voilà. Je ne me suis pas arrêté à l'illustration de la boîte qui me plaît pas du tout, mais les illustrations à l'intérieur sont top et ça reprend les mécaniques de deck building et de confection de lignes de cartes avec des cartouches qu'on va devoir mettre côte à côte. Mon petit pledge que j'ai reçu, Parks and Potions, qui est un jeu très accessible dans lequel on va collectionner des potions de couleurs qu'on va pouvoir mixer. Le rouge et le bleu va faire une potion violette. Ces potions-là qu'on va pouvoir utiliser pour sauver des animaux de la forêt. TTMC Bonne Bouffe, alors ça c'est le jeu indispensable pour si vous aimez les jeux de quiz, mais notamment pour les repas de fête de fin d'année, pour animer les repas qui pourraient être un peu trop longs entre le magret et le trou normand par exemple. Je dis au hasard. La petite sélection des jeux enfants avec la cerise sur le gâteau. Alors ça, on a passé un très bon moment avec ce jeu dans lequel on va monter les étages de gâteau à visualiser à peu près, plus ou moins, est-ce que c'est la bonne couleur adjacente pour avoir du sucre. Voilà, c'est très très fun. Sai dans lequel, toujours pour enfants à partir de 5 ans, vous allez un petit peu avoir besoin de dextérité, en tout cas pour les plus jeunes, ça va être plutôt très fun à manipuler, dans lequel vous allez pousser vos petits moutons et petites brebis pour les amener dans le pré où ils pourront manger de l'herbe fraîche. Fuséo, à partir de 4 ans. Là, ça, pour moi, c'est excellent. Ça marche très très bien pour les petits, dans lequel vous allez devoir, soit, dans les deux versions, assembler une fusée, soit vous allez devoir installer dans votre fusée des astronautes. Et ça, c'est très rigolo parce que vous allez avoir... 2 jeux en un. Ouais, parce que... Hein? Vous allez avoir des indications sur le recto, enfin sur le verso des cartes, ce qui est de l'autre côté. Et donc, c'est un petit peu de prise de risque et c'est plutôt mignon. Transorient Express, un jeu très simple, très joli, se joue sans prise de tête, c'est plutôt fun à jouer. Phoenix, qui est chez Luby, très joli aussi et puis assez agréable à jouer avec ces systèmes de jetons d'initiative qu'on va faire circuler en fonction de là où on va aller récupérer des plumes pour faire revivre notre Phoenix.
Good Fortune, voilà, ce petit jeu qui peut avoir, enfin en tout cas pour moi qui m'a un petit peu déconcerté sur la première partie, mais qui bien plus malin qu'il n'y paraît. C'est très joli. Et il est très joli dans cette petite boîte comme ça. Secret Santa, vous pouvez y aller avec Good Fortune. Ouais. Elixirus, voilà, ça aussi c'est pareil, on a passé un très très bon moment en famille à jouer avec nos apprentis sorciers qu'on envoie sur la forêt pour récolter des ressources et remplir nos potions. L'indispensable, grand classique, indispensable, Rebelle Princesse, jeu de pli avec des petites règles différentes à chaque manche. Celui-ci c'est un best. Je vois un 7,5, j'ai presque envie de le mettre en 8. Et dans la même gamme, jeu de pli avec des paris, Pili Pili, qui reprend un petit peu ce même principe de Skull King, c'est-à-dire que j'ai une main de carte, je parie sur le nombre de plis que je pense remporter. Si je réussis, tant mieux. Si je réussis pas, je prends des points de Pili Pili malus. Et Blood on the Clock Tower, celui-ci, tout le monde presque en parle, tout le monde y a joué, tout le monde trouve ça merveilleux. Bon, c'est pas mon style, mais je reconnais que j'ai quand même passé un bon moment. C'est une expérience, si vous avez l'occasion, franchement, allez-y. Parce que ça vaut le coup de au moins faire une partie dans votre vie de Blood on the Clock Tower, au même titre que Antise. Voilà, ouais, c'est ça vaut le coup. Et voilà. C'était interminable. C'est vrai? T'en as marre ou quoi? Ah oui, ça fait 2 heures quand même. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi ce live sur Twitch. N'hésitez pas à venir pour qu'on puisse discuter. Mais ça faisait 2 semaines de jeu. Quand même. Oui, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait de live sur Twitch. Donc c'était super long. Voilà. Bon, si vous êtes sur YouTube, vous avez peut-être zappé. Vous avez peut-être pas tout regardé. Ils en ont eu marre, c'est pas possible. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire et pourquoi pas partager également. Sur Twitch, merci beaucoup d'être resté tout ce temps, puisque vous êtes encore quelques-uns à être restés, à avoir discuté avec nous. On vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée, peu importe. En tout cas, amusez-vous bien. Et on se retrouve tous les jours de la semaine sur Insta pour les stories et les reviews de jeux de société pour les partages ludiques. Et sinon, sur Twitch, on se retrouve lundi prochain. Oui. Même si c'est les vacances. On se retrouve probablement lundi prochain 20h sur Twitch pour le prochain débrief ludique où ensemble on parle des jeux de société auxquels nous avons joué. Oui, c'était le temps de faire le Book Nook, Max. C'est ça, ouais. Presque 2 semaines. Presque, non, le live ça a duré le temps de faire un Book Nook. Ah oui, c'est ça. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao. Salut, merci.